Info Week-end. Toujours en ma compagnie, Jean Messia, président de l'Institut Apollon, William T, président du think tank Le Millénaire, Lydia Guirou, essayiste, éditorialiste politique, et Léon Desfontaines, porte-parole de Fabien Roussel, candidat à la présidentielle de 2022 et secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France. Éric Zemmour est-il son pire ennemi? Dorénavant, lors de ses déplacements, des comités d'accueil attendent le candidat putatif pour protester contre sa venue. Ils étaient, vous le voyez sur ces images, quelques centaines aujourd'hui à Pleurtuis, en Ille-et-Vilaine, où se rendait l'écrivain en pleine tournée promotionnelle pour son nouvel ouvrage. On va écouter leur motivation. Il y a différentes situations concernant M. Zemmour, c'est-à-dire son racisme évident, son homophobie évidente, et ce qui fait sa grosse différence aussi en tant que candidat à la République, enfin à la présidence de la République, c'est son sexisme. Il a dit qu'une femme pour un homme de pouvoir, c'était un but ou un butin, donc c'est ce que j'ai mis là. Je trouve ça absolument inadmissible de faire passer ce genre de message. On peut accepter un débat, on peut accepter qu'il défende ses idées, mais on ne peut pas accepter qu'il monte les gens les uns contre les autres. Écoutez la réponse de l'intéressé. Il faut bien comprendre que les gens qui manifestent contre moi sont les vrais anti-républicains. Ces gens-là auraient été enfermés par Jules Ferry. Je ne dis même pas le sort qui leur aurait été réservé par Robespierre. Je me tourne vers vous, Léon Desfontaines. On comprend dans les propos tenus à l'instant par Éric Zemmour que c'est parce qu'elle a délaissé les sujets régaliens que la gauche est devenue, selon lui, anti-républicaine. Non, moi je ne pense pas que la gauche ait abandonné les sujets régaliens. D'ailleurs, on l'a vu dès l'entrée en campagne de Fabien Roussel. C'est peut-être d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir une candidature communiste aujourd'hui à la présidentielle de 2022. Mais on n'a aucun sujet tabou. C'est peut-être le seul qui ose aborder justement ces sujets et qui est très clair concernant les principes de la République. Il a obligé de nombre de candidats à se positionner, notamment sur les sujets régaliens, notamment sur la police, la question de la sécurité. Et je pense que du coup, c'est une thématique qui est profondément républicaine, profondément de gauche. Et ça, Fabien Roussel n'a pas peur d'aller sur le sujet et de pouvoir exposer ses revendications. Mais n'est-il pas seul? C'est Non, la question que je me pose quand on voit la France insoumise ou certains d'Europe Écologie Les Verts n'ont-ils pas trahi quand même les valeurs de la République? Je sais pas, là dans votre extrait je vois cette dame qui manifeste, qui est émue et qui est scandalisée même par les propos qu'a pu tenir Éric Zemmour à juste titre sur les femmes, et je la vois avec un drapeau de la France Insoumise. Mais je me demande, est-ce qu'elle a manifesté également contre le leader de la France Insoumise lorsqu'il a manifesté aux côtés des islamistes, du CCIF? Et on sait ce que réservent aux femmes les islamistes, c'est-à-dire une disparition, un effacement de l'espace public. J'ai l'impression qu'il y a une forme de deux poids, deux mesures, une émotion quand il s'agit de Zemmour, mais un silence et une complicité sur les complicités de la France Insoumise avec certains islamistes, dont l'association que je vous cite, CCIF, dissoute par le ministre de l'Intérieur. Donc il y a quand même une incohérence chez ces manifestantes. Messia. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup ces manifestants aller manifester contre le seul et unique fascisme qui menace aujourd'hui la société française, qui est le fascisme islamique, tout simplement. Parce que s'il y a bien une lèpre, que pour reprendre le vocabulaire d'Emmanuel Macron, ce n'est pas la lèpre nationaliste qui défigure la France aujourd'hui, c'est véritablement la lèpre islamiste qui défigure notre pays. Et pour ça, ces manifestants de gauche sont plutôt aphones. La deuxième chose, c'est que je comprends qu'effectivement, dans une démocratie, des gens comme Éric Zemmour peuvent évidemment exprimer un point de vue, même s'il déplaît à certaines catégories électorales. Et je comprends aussi que ces catégories électorales qui sont mécontentes peuvent manifester, parce que c'est un droit de manifester, contre les idées qui leur déplaisent. Le problème, c'est que là, ils ne sont pas dans un esprit de manifestation, ils sont dans un esprit de censure. C'est-à-dire qu'ils voudraient en fait que Zemmour ne vienne pas, ne parle pas, ne s'exprime pas, et donc plus tard, lorsqu'il sera candidat, ne fasse pas campagne, en tout cas ici, ne fasse pas la promotion de son livre. C'est en cela que c'est dérangeant. Et tout ça au nom de la démocratie et du pluralisme. Donc on est en plein délire. J'ajoute un peu plus qu'en tournée promotionnelle pour son nouvel ouvrage. Oui, mais c'est pas. Attendez, je termine. C'est pas une excuse. Et j'ajouterais juste un dernier mot avant de laisser la parole. Mais quand il y a des meetings de gauche et même d'extrême gauche, combien de fois a-t-on assisté à des rassemblements de droite ou de patriotes ou de nationaux qui viendraient empêcher les leaders de gauche ou d'extrême gauche de s'exprimer ou de faire des meetings? Jamais. Donc où est le fascisme? Où est le totalitarisme?
sinon du côté de ces gens-là? Aucun n'a été condamné à incitation à la haine raciale. C'est peut-être ça aussi la excusez-moi, différence. Mélenchon a été condamné pour injure, rébellion, outrage, etc. C'est pas pour ça que demain, les partisans de Zemmour iront l'empêcher de faire campagne ou de se rendre dans un meeting. Mais le racisme n'est pas une opinion. Excusez-moi, mais c'est pas du racisme. Là, la condamnation d'Éric Zemmour, c'est pas une condamnation légale, c'est une condamnation politique. C'est pas pareil. William T, sur cette question, sur la gauche qui a peut-être délaissé certains sujets, notamment les sujets régaliens ces dernières années. Je pense qu'ils ont une difficulté, c'est qu'ils sont à la fois antidémocrates et anti-républicains. Pourquoi est-ce qu'ils sont antidémocrates? Parce que la tradition de la gauche s'inspire d'un certain totalitarisme, on l'a vu avec le communisme, auquel on empêche les gens de débattre. Parce que vous avez la question du meeting de Zemmour, mais vous avez plein d'autres sujets. Les questions des réunions à Sciences Po où Finkielkraut n'a pas pu venir et différents intellectuels qui n'ont pas pu venir dans certaines universités également, c'était à chaque fois des manifestations de gauche. Et je suis d'accord avec Jean Messia, vous n'avez jamais de manifestation de droite contre des meetings de gauche ou des rassemblements de gauche. Donc en fait, il y a une question démocratique sur ces valeurs-là. Et puis sur la question républicaine, en fait, une partie de la gauche, excepté Fabien Roussel, s'est compromis avec les valeurs, a été contre les valeurs de laïcité et ce qui fait le fondement de notre République, qui est une et indivisible, pour promouvoir le multiculturalisme, lorsque l'on voit l'islamo-gauchisme, les affiches des militants, ce sont plutôt des militants Europe Écologie Les Verts, des militants France Insoumise. Mais c'est normal, c'est parce qu'ils ont le même cœur idéologique. Les Verts, ce sont des pastèques. Ils sont verts à l'extérieur, ils sont rouges à l'intérieur. C'est exactement comme la France Insoumise. L'écologisme, c'est un prétexte pour se faire élire sur des principes qui apparaissent comme mainstream et populaires auprès d'une partie de la population, notamment bobo. Mais quand vous faites élire un maire vert, il ne fait pas de l'écologie. Il interdit les sapins de Noël, il interdit les crèches, et il s'attaque aux valeurs françaises les plus fondamentales et elle s'attaque à notre tradition. Il renverse la population pour le voilà. Jean Messia, Léon Desfontaines, je vous ai écouté. Vous souhaitiez réagir aux propos qui viennent d'être tenus par William T notamment? Oui, non, mais en fait, moi, je pense qu'il y a quand même une confusion qui est entretenue là par la droite et l'extrême droite, en tout cas sur ce que c'est que le communisme. Le communisme a marqué la France de son histoire. Vous revendiquez aujourd'hui du patriotisme, mais le patriotisme, c'est la résistance française, c'est la sécurité sociale, c'est la réforme, c'est les retraites, c'est le système de retraite. Quand l'URSS a été attaqué, pas avant. Ils n'étaient pas avec De Gaulle et la France libre au début. La première des résistances. Ils ont eu la résistance à géométrie variable. Vous allez me ressortir les mots d'Emmanuel Zemmour qui dit que les communistes ont lancé la guerre civile. Non, les communistes ont organisé la résistance aussi en France. Et si on leur doit aujourd'hui notre liberté... C'est un lapsus, Emmanuel Zemmour? Ou c'est voulu? Non, Zemmour a sorti ces propos-là. Excusez-moi. Oui, c'est pour ça, c'est pour cela. On va écouter justement Éric Zemmour sur l'analyse qu'il fait à gauche. Écoutez. Je pense qu'aujourd'hui, la gauche, ce sont les traîtres à la République. D'ailleurs, vous savez, je ne suis pas le seul à le dire. Vous lisez Jacques Julliard, qui est vraiment un type de gauche, et c'est exactement ce qu'il dit. La gauche a trahi la République. Moi, je le dis. Je suis plus proche des vrais républicains qu'eux. Et c'est moi qui défends les authentiques valeurs républicaines. En vérité, la République, c'est moi. La gauche a trahi la République, Lydia Mais Guirous? évidemment que la gauche a trahi la République, les valeurs de la République, la laïcité en premier lieu. Évidemment que la gauche, elle a fricoté avec l'islamisme. Évidemment qu'elle a trahi également les droits des femmes en considérant que certaines femmes ne méritaient pas d'avoir l'égalité homme-femme et qu'elles étaient quantité négligeable parce que ça devait être les lois d'une certaine vision de l'islam le plus radical qui pouvait s'imposer. Donc évidemment que la gauche a trahi les valeurs de la République. C'est pour ça qu'elle est dans cet état-là et c'est pour ça qu'une personne comme Manuel Valls, par exemple, s'est retrouvée extrêmement isolée dans son camp. Vous avez un parti socialiste, Europe Écologie Les Verts ou la France Insoumise qui sont toujours du côté de ceux qui vont attaquer la République et trouver toutes les excuses du monde pour justifier, qui vont être dans le relativisme, qui vont toujours être dans une approche avec une excuse sociale, voire psychologique, même lorsqu'il s'agit des pires attentats. Et c'est une gauche qui a vraiment déserté le champ de la défense des valeurs de la République. Moi, je me souviens lorsque j'ai publié mon premier ouvrage qui dénonçait la montée du communautarisme et de l'islam radical et le recul et la trahison qu'ils ont eu pour la laïcité. Et bien, je me suis fait insulter de tous les noms de la part des gens de gauche. J'étais considérée comme islamophobe, faisant le jeu de l'extrême droite. Et cette réalité d'une gangrène de la France par l'islamisme, ils ont refusé de la voir. Ils ont refusé de la voir. Et aujourd'hui, on est en train d'avoir cette réalité qui nous explose à la figure. Et le succès de Zemmour s'explique aussi par la lâcheté, le déni de nombreux responsables politiques qui ont refusé de voir cette montée en puissance du problème lié à l'immigration,
de l'islamisme, des reculs des valeurs de la République, du refus aussi d'assumer une fierté d'être français, un mode de vie français. Et tout ça, aujourd'hui, on le voit parce que cette dynamique d'Éric Zemmour, elle s'explique aussi par cette lâcheté des politiques français, leur manque d'amour et de patriotisme. Il y a eu une complaisance d'une partie des élus de gauche, Jean Messia. Mais le problème, si vous voulez, de la gauche comme d'une partie de la droite, d'ailleurs, c'est pas tellement la République, en fait, c'est la France. Parce que en réalité, la République, si vous ne la qualifiez pas, ça ne veut rien dire. Vous avez des républiques islamiques, vous avez des républiques populaires, ils n'ont pas trahi la République. Ils ont trahi la République parce qu'ils ont d'abord trahi la France. C'est-à-dire que lorsque je me retrouve sur un certain nombre de plateaux face à des responsables de gauche ou de LREM ou même de certains LR qui m'expliquent qu'il n'y a pas de Français de souche, que l'identité nationale française, ils ne la connaissent pas, ils me demandent de la définir. Je veux dire, c'est quoi un Français de souche ? Un Français de souche, c'est un Français qui appartient au peuple historique, c'est-à-dire le peuple qui est en France depuis des centaines d'années et qui entend le rester. Et d'ailleurs, c'est quand même assez incroyable parce que... qui est la conséquence de migration. Cette gauche, oui, non, attendez, mais ça, c'est un artefact, ça. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un peuple historique, il y a eu des vagues d'immigration qui ont d'ailleurs été beaucoup moins nombreuses qu'on l'a dit parce qu'une partie de ces immigrations sont reparties et donc sont restées uniquement celles qui sont, en tout cas les individus qui sont adaptés à la France et qui se sont donc assimilés, enchâssés au peuple historique pour devenir des Français comme les autres. D'accord ? Donc c'est très curieux parce que si effectivement... Mais là on parle du siècle dernier notamment. Du siècle dernier et jusqu'à dans les années 60-70, puisque moi je sais que ça vous a pas échappé, je viens pas du siècle dernier. Enfin si, je viens du siècle dernier, pardon, mais il y a... Voilà, du siècle dernier. Mais je veux dire, voilà, s'il n'y a pas de peuple historique, la gauche ne peut pas nous expliquer qu'il peut y avoir une intégration. Parce que sinon vous vous intégrez à quoi ? Vous vous assimilez à quoi? Les gens qui sautent aujourd'hui sur leur chaise comme des cabris en disant il faut intégrer les immigrés, il faut assimiler les immigrés. Mais si vous vous assimilez à partir d'une négation de ce qu'est la France, vous assimilez personne en fait. C'est-à-dire que vous considérez que la France, c'est un pays ouvert à tous les vents, un morceau du globe terrestre dans lequel n'importe qui, venant de n'importe où, se comportant n'importe comment, parlant n'importe quelle langue est français, juste parce qu'on lui donne le document sur lequel il y a marqué carte d'identité française. Donc c'est cette trahison finalement de la France qui ensuite aboutit à la trahison de la République et de ses valeurs, parce qu'il n'est de valeurs de la République que de valeurs françaises. Vous savez, c'est le peuple historique français qui a construit la République française. Si on constate un changement de peuple, c'est-à-dire si vous avez des irrédentismes identitaires qui commencent à s'enflammer dans le pays, le peuple français qui a construit cette République changeant, la République elle-même va changer. Rien n'est figé en fait. Et donc c'est pour ça qu'il nous appartient de sauvegarder la France quand Zemmour et d'autres, et Marine Le Pen, etc., disent que la France est en danger de mort. C'est aussi la République qui est en danger de mort. Sauver la France d'abord pour sauver la République. On poursuit la discussion, merci. On poursuit la discussion dans un instant autour de ces différentes questions. Je vous donnerai notamment la parole. Léon Desfontaines, à tout de suite sur CNews. Infinitely woman. J'adore. Eau de parfum Infinissime. Dior. Sur AliExpress, Sam ne s'attendait pas à recevoir son colis en seulement 3 jours. Déjà ? Génial, merci. On ne s'attend pas à si bien quand on paie si peu. AliExpress, émerveillez-vous. Avec la nouvelle machine Senseo Select, dégustez un délicieux café long plus ou moins intense. Et maintenant, un véritable espresso court et serré. Senseo, à vous de choisir. Vendezvotrevoiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Oui, monsieur, c'est ça. Il vous suffit de la charger la nuit comme votre téléphone. C'est si simple. Et regardez la taille du coffre. Vous avez l'air de quelqu'un qui aime faire des économies, pas vrai? Juste 3 € pour 100 km. Voilà ce que ça va vous coûter. Et en plus, vous avez la possibilité... Allez, on va être en retard. Bon, faut que j'y aille. Avec la Nissan Leaf, vous avez tout à gagner à passer à l'électrique.
C'est vraiment le moment de passer à l'électrique. La Nissan Leaf équipée est à partir de 99 € par mois seulement. Exigez l'expertise IGIS pour l'entretien et la maintenance de vos ventilations. Professionnels et particuliers, nous répondons à vos demandes partout en France. Chez Doc Maurice, nous voulons prendre soin de votre santé. J'aime. Que vous vous sentiez bien. J'aime. Et que vous profitiez de chaque instant. J'aime. Le tout en un clic. Téléchargez l'application Doc Maurice avec notre sélection d'offres en santé et beauté. Doctipharma devient Doc Maurice. Doc Maurice, la santé que j'aime. Montblanc Explorer est le nouveau parfum Explorer Ultra Blue. Avec Auto Hero, pas besoin d'être super technique pour acheter votre prochaine voiture. Il vous suffit juste de quelques clics. Commandez où que vous soyez sans bouger le moindre orteil. Car Auto Hero livre gratuitement votre voiture partout en France et avec 1 an de garantie. Achetez votre voiture en ligne sur Auto Hero. Vous pensiez que c'était impossible qu'on vous recommande une banque. Mais depuis que c'est arrivé, vous vous dites que tout est possible. Comme battre Mike Tyson. Ah non, ça c'est pas possible. Mais recommander sa banque, si. Et surtout quand on a une carte gratuite avec tous les avantages d'une Visa Premier. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Et toujours 80 € offerts. CNews, venez avec vos convictions, vous vous ferez une opinion. Bonjour. Bonjour. Je peux vous conseiller? C'est pour construire une petite bibliothèque. Alors, mon conseil, c'est Des pieds réglables avec une plainte amovible en bas, avec des chevilles expansion parce que c'est du placo. Du 433, pommelle et touillon de 12. Ça va m'occuper parce que là en ce moment, c'est pas ouf avec ma copine. Là, je peux pas trop vous conseiller, mais pour les étagères, je vous conseille vraiment des crémaillères, encastrées dans les montants. Ouais, vous avez raison. Sérieux, j'aimerais bien réussir juste un truc de temps en temps. Puis trouver du taf par les temps qui courent, bonne chance. Alors là, je peux vous conseiller. Bricomarché, votre réussite, c'est aussi la nôtre. Ah, la vie et les questions qui vont avec. Comme, waouh, à combien il allait ce service? Ah oui, quand même. Waouh, et cette balle, elle est allée loin? Ah oui, joli. Vous faites un électrocardiogramme ici? Et un autre ici? Et encore un là, en plein anniversaire? Oh tiens, bien dormi? Et pourquoi vous mesurez votre taux d'oxygène dans le sang? Ah, c'est donc pour ça. L'application ECG est un dispositif médical. Si je vous dis Jiffy... Des idées de génie. Des idées de génie? Halloween, bien sûr. Eh oui, Jiffy, c'est 40 ans d'idées de génie. Et pour ces 40 ans, Jiffy vous rembourse 40% sur tout Halloween. 40% de remise en bon d'achat sur tout Halloween. Ah, oh là là, mais tu m'as fait peur. Jiffy, des idées de génie. Joyeux anniversaire, Jiffy! Avec la nouvelle machine Senseo Select, dégustez un délicieux café long plus ou moins intense et maintenant un véritable espresso court et serré. Senseo, à vous de choisir. Allez. Parce qu'on aime en avoir un peu plus, Lidl lance l'appli Lidl Plus. Bien plus qu'une carte de fidélité, c'est aussi plus de coupons, plus de nouveautés, plus de simplicité. Bref, c'est plus d'avantages. Allez! Vous savez pourquoi chez Carglass on vous demande votre numéro d'immatriculation? Eh ben regardez notre stock là. Ça nous permet d'identifier tout de suite votre pare-brise pour l'envoyer dans le centre que vous avez choisi. C'est pour ça que chez Carglass, on peut vous donner un rendez-vous très rapidement. Et en plus, vous n'avez rien à avancer, quel que soit votre assureur. Alors si vous avez une urgence sur votre pare-brise, réservez tout de suite sur carglass.fr. Et pour être certain d'arriver directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. Et en plus en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Carglass répare, Carglass remplace. Avec Auto Hero, vous achetez votre voiture d'occasion chez vous, directement sur notre vitrine virtuelle. C'est comme si vous y étiez, mais en bien plus pratique et beaucoup plus précis. Nous vous montrons tous les détails du véhicule. Même les plus petites imperfections, vous êtes donc parfaitement informé et sûr de faire le bon choix. Cliquez sur la voiture de vos rêves. Auto Hero. De
retour sur le plateau de Soir Info Week-end, toujours en ma compagnie, Jean Messia, président de l'Institut Apollon. À vos côtés, William T, président du think tank Le Millénaire. Lydia Guérousse, vous êtes resté essayiste, éditorialiste politique. Et à vos côtés, Léon Desfontaines, porte-parole de Fabien Roussel et secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France. Nous poursuivons la discussion autour de ce déplacement d'Éric Zemmour à Pleurtuis, en Ille-et-Vilaine. Écoutez ce qu'il a dit sur sa politique qui n'est pas, explique-t-il, extrémiste. Le mot radicalité est employé à tort et à travers. Radical, comme vous le savez, ça vient d'aller, si vous voulez, on va à la racine des problèmes. Donc si c'est cela, je revendique une radicalité puisque je crois aller à la racine des problèmes. Maintenant, beaucoup de gens, et en particulier les médias, mais pas seulement, confondent radicalité et extrémisme. Ce n'est pas la même chose. Je ne suis nullement extrémiste. La vision que je défends, ce que je disais à votre confrère tout à l'heure, c'est la vision républicaine de toujours. Et quand vous voyez les sondages, quand vous voyez les études d'opinion, c'est intéressant de voir que c'est moi qui suis central. Vous avez vu les derniers sondages, on demande aux Français est-ce que le grand remplacement est en voie et vous menace, ils sont 67% à dire oui. On dit est-ce que l'islam est un danger pour la République, c'est le même chiffre. Tous ces gens sont extrémistes. Alors tous ces gens sont à l'extrême droite. Vous voyez bien que ça ne tient pas. Vous voyez bien que c'est moi qui suis exactement au centre des convictions des Français, au centre de l'état d'esprit, au centre de ce que pensent les Français sur leur pays. Et ce sont les autres qui sont aux marges. Ce sont les autres qui sont dans les limites, les 30% qui restent, qui sont en vérité à l'extrême gauche du peuple français. Vous voyez, les mots ont un sens, mais il faut les employer comme il faut. C'est intéressant comme approche, on va en débattre, mais le terme radicalité, il est vrai, mal cité en ce moment au sein de notre société. Radicalité qui vient, je le rappelle, du latin radicalis, dérivé de radis, racine. C'est pour cela qu'il revendique, on vient de l'entendre, des idées radicales et non extrémistes. D'ailleurs, ces deux termes sont antinomiques lorsqu'on y réfléchit. Éric Zemmour est radical ou extrémiste? Léon Desfontaines. Vous avez 2 heures. C'est ça, c'est un débat philosophique. Enfin, moi je pense qu'il est extrémiste, c'est clair et net. Il a eu des positions qui sont été anti-républicaines, je pense, foncièrement. Lesquelles? Il a beau le dire, mais notamment la notion de justice. En fait, quand il se permet de dire ou de façon outrancière que la justice est politisée, c'est faux. La justice aujourd'hui fait son travail, elle est profondément dans ce qui fait le socle de notre République. Ensuite, l'égalité. L'égalité, il n'a pas eu le moindre mot sur l'égalité. Et je reviens aussi sur ses propos quand même, parce qu'il dit je suis au centre des débats. Mais aujourd'hui, la première des préoccupations des Français, c'est le pouvoir d'achat. Il n'a eu aucune position sur le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il a comme revendication sur l'augmentation des salaires? Aucune. Quelle revendication il a sur le renforcement des services publics? Aucune. Donc aujourd'hui, il est en total décalage avec les préoccupations des Français. Il impose ses problématiques, on les impose aujourd'hui aux Français. Et les Français aujourd'hui, ils se voient kidnapper le débat politique. Malheureusement, et ça nourrit l'abstention. Et ça nourrit l'abstention, la crise démocratique, et c'est profondément anti-républicain. Je viendrai juste sur une chose quand même, une dernière chose, parce qu'on a dit quand même que la gauche avait trahi la République. Mais moi j'ai une question à poser, quoi. Parce que les communistes n'ont jamais trahi la République. Lorsqu'on a organisé la résistance, on a trahi. Lorsqu'on a créé la sécurité sociale, on a trahi. Lorsqu'on a augmenté les salaires, on a trahi. Lorsqu'on a posé les 35 heures par semaine, on a trahi. Lorsqu'on propose de renforcer l'éducation nationale, de recruter des fonctionnaires, des enseignants, des forces de police, on trahit. Non, nous ne trahissons pas. Au contraire, nous réaffirmons avec force ce qu'est la République. Aujourd'hui, d'abord, votre propos ne tient pas la route parce que déjà, quand vous dites Zemmour est en total décalage avec les préoccupations des Français, c'est pas des martiens qui le font monter à 17%. Hein. C'est bien les citoyens français qui le font passer de 3% dans les sondages à 17%. Donc il y a quand même au moins une partie des Français, convenez-en, qui sont en phase avec ce que raconte Éric Zemmour. Et quand on regarde un petit peu les préoccupations, vous nous dites qu'effectivement, c'est le pouvoir d'achat. Oui, le pouvoir d'achat au prix d'une dichotomie dans le sondage hier entre d'un côté le problème migratoire et de l'autre côté le problème sécuritaire.
qui arrivent respectivement à la 2e et à la 3e position. Si vous rassemblez ces deux problématiques qui sont en réalité liées dans l'esprit de tous les Français, si vous faites une seule et même thématique autour de l'immigration et de l'insécurité, eh bien cette problématique-là passerait largement au-dessus du pouvoir d'achat. Donc on saucissonne les préoccupations pour effectivement montrer un tableau qui fasse passer la problématique migratoire et la problématique sécuritaire après. Enfin, s'agissant de la résistance, moi, j'ai pas de problème avec le rôle qu'a joué le Parti communiste français pendant la résistance, et notamment après 1941, parce qu'avant, ils n'étaient pas trop là, ils négociaient l'apparition de l'humanité avec la commandanture allemande. Mais passons sur mais passons là-dessus. Aujourd'hui, la véritable résistance, elle se fait par rapport à un fascisme qui vous a pas échappé, encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, qui menace l'identité française? Qui perpétue des attentats en France? Qui agresse? Qui poignarde? Qui égorge? Qui dit on va sur le Coran? Qui éructe on va te fumer sur le Coran et on va t'égorger? Qui traite une femme de prostituée parce qu'elle est légèrement vêtue dans certains quartiers? Vous savez, toutes ces haines qui sont autant d'agressions des Français et de la France, la gauche, on ne l'entend pas. Et le Parti communiste, on ne l'entend pas. Parce que c'est vos électeurs. Et quand c'est vos électeurs, évidemment, c'est beaucoup plus embarrassant d'en parler. Ce qui est intéressant sur ce que vous venez de poser, c'est que vous attaquez à un seul fascisme. Nous, la différence, c'est que nous attaquons à tous les fascismes. C'est quoi, et à toutes les formes d'obscurantisme. Qu'ils soient islamistes ou qu'ils se revendiquent de l'extrême droite, nous combattons toutes les formes d'obscurantisme. Il n'y a pas d'extrême droite. C'est quoi l'extrême droite? Mais attendez. Emmanuel Zemmour, le Rassemblement National. Soyons précis. C'est la deuxième fois que vous faites Emmanuel Zemmour. Soyons précis sur les termes. Non, mais parce que soyons précis sur les termes. Vous parlez d'extrême droite. Qu'est-ce que c'est l'extrême droite, historiquement parlant, et en sciences politiques, comment est-elle définie? Parce que moi, j'ai souvenir quand même, que quelqu'un m'arrête si je me trompe, que l'extrême droite, c'est d'abord l'antiparlementarisme. Il me semble que le Rassemblement national, le Rassemblement national est tellement d'extrême droite qu'il réclame non seulement le parlementarisme, mais la proportionnelle intégrale. Je vois pas où l'extrême droite. L'extrême droite tire ses racines du collaborationnisme. Aucun parti en France ne réclame un gouvernement militaire. Aucun parti en France ne réclame une théocratie à la Salazar. Moi, l'extrême droite, si vous voulez, cette extrême droite fantasmagorique que la gauche s'évertue à créer et à entretenir, les Français en ont ras-le-bol. Aujourd'hui, les Français en ont ras-le-bol d'une chose, c'est de la haine raciale, c'est de la xénophobie, c'est d'opposer les uns aux autres. Aujourd'hui, pour faire France, il faut qu'on propose un projet commun, un avenir commun. Et ça, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce tableau, sur ce plateau pour le dire. Et l'enjeu maintenant aujourd'hui, c'est comment on fait pour l'amener partout. Et ben, c'est via l'éducation nationale, c'est en créant des services publics. Donc toutes ces problématiques sont liées. Aujourd'hui, on ne vous entend pas sur ces problématiques. Ce ne sont pas les Français qui ne veulent pas vivre, ce ne sont pas les Français de souche et assimilés. Mais si, ce ne sont pas les Français de souche et assimilés qui refusent de vivre ensemble avec des Français, avec certains Français issus de l'immigration, c'est l'inverse. On n'assiste pas à des pogroms de Français de souche dans les banlieues. Il n'y a pas des mosquées qui flambent. Il n'y a pas des musulmans ou de Français d'origine africaine qui seraient tabassés dans les rues. Il faut arrêter avec votre délire. Ceux qui sont attaqués aujourd'hui, ce sont des Français. Quand on dit pas, personne aujourd'hui ne dit à mort les Arabes ou à mort les Noirs. Par contre, on dit à mort les Blancs. Si, il y en a aussi non, on les entend pas ceux-là. Clarifiez vos propos sur les Français de souche. On en a parlé durant la coupure pub pour être très honnête avec les téléspectateurs qui nous regardent par les rapport à cette définition de ce terme que vous utilisez. Il existe, et je le répète, il existe en France comme dans tous les pays du monde, exception faite de certains pays anglo-saxons, par exemple comme les États-Unis, qui sont effectivement une vraie nation d'immigration pour le coup. La plupart des nations du monde se sont construites autour d'un peuple et d'une identité, et la France n'y fait pas exception. Il y a les Français historiques et les Français assimilés à la culture et à l'identité des Français historiques. Et puis, il y a des gens qui refusent cette assimilation, qui cultivent leurs différences. Historique, en fait. À partir de combien de générations? Ah oui, donc vous pensez qu'ils remontent tous au baptême de Clovis dans la génération? D'accord. Non, mais ok, très bien. Non, mais attendez, si personne... Il peut y avoir un débat autour de pardonnez-moi, mais je termine là-dessus, mais si autour du plateau, personne ne voit ce que c'est un Français historique et personne ne voit ce que c'est la France, là, on est mal barré pour l'adresser. Après, les Français historique, on peut tous en débattre. Je pense que tous autour de ce plateau, nous avons des ancêtres qui ne sont pas français historiques et pourtant on revendique tous la même identité française, je pense, autour de ce plateau. Et nous défendons la France. Alors il y a plusieurs sujets. Donc un Français de souche, c'est un Français qui a ses ancêtres qui viennent de la France après Clovis et le baptême de Clovis. Voilà, c'est ça la construction qui a été faite. Il n'y en a aucun autour de ce plateau, je crois. Donc il y en a très peu. Il y en a très peu. Donc voilà, sur la question, ensuite après le sujet que vous avez posé sur la question de la radicalité et de l'extrémisme.
Sur la question de l'extrémisme, en fait, Jean Messia a raison, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite, de façon traditionnelle en sciences politiques, c'est ceux qui s'opposaient à la République. C'est ça qu'on a considéré comme extrême gauche, comme extrême droite. Donc il y avait plutôt les communistes qui étaient contre le régime républicain et l'extrême droite qui avait manifesté dans les années 30. Mais laissez-moi terminer. Les communistes ont sauvé la République. Oui, bien sûr. Ils aimaient tellement la France et la République, ils sont compromis avec l'URSS. Ils sont compromis avec l'URSS à plusieurs reprises. Ensuite, après, c'est fou que la Seconde Guerre mondiale est quand même très présente dans le débat des présidentielles. Entre Pétain, Mengele et maintenant ça. La difficulté qu'on a maintenant, c'est qu'en fait, est-ce qu'il existe aujourd'hui des candidats qui sont véritablement extrémistes? On peut dire qu'il y a des candidats qui sont radicaux, mais des candidats qui sont contre la République, en se présentant à la présidence de la République, en investissant des candidats aux législatives. Il y en a très peu en fait aujourd'hui. Donc c'est une idée en fait qui a été mise en place par la gauche pour disqualifier les opposants et ne pas traiter les véritables sujets sur lesquels les Français attendent une réponse. Et c'est ce qui explique une partie de la montée d'Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'il y a 17% des gens qui considéraient que les problématiques n'étaient pas traitées, considérées comme extrêmes, et que lui a eu le courage d'affronter la bien-pensance, etc. Donc ensuite, après, sur la question de la radicalité, quand vous prenez les rapports de la CIA 2030, Le Monde en 2030-2040, ce qu'ils analysent, c'est qu'en fait, les sociétés occidentales sont marquées par deux phénomènes. La question de la polarité, donc la division entre un camp et un autre, et surtout la question de la radicalité. Donc ça veut dire en fait que les gens considèrent que le seul moyen de sauver la démocratie libérale et de sauver leur civilisation, c'est d'apporter des solutions radicales, parce que les compromis mous, en gros, entre centre-gauche et centre-droit qui sont alternés depuis les deux chocs pétroliers et l'apparition de la mondialisation dans les années 80, ne permettent plus de résoudre les problèmes auxquels Emmanuel Macron est l'incarnation parfaite, avec la question du en même temps qui a réuni les deux blocs, ce que Jacques Attali à la main, qui appelle les deux cercles de la raison. Et c'est pour ça, en fait, que vous avez une montée de plus en plus de la gauche radicale, pris l'espace par Mélenchon en 2017, qui a fait 20%, et l'apparition de Zemmour et de Marine Le Pen. C'est parce que les gens attendent une alternative à ce qui se passe actuellement et le compromis entre UMP et PS, c'est ce qu'avait dénoncé Marine Le Pen, UMPS. Léon Desfontaines. Non, mais un droit de réponse par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment. Oui, je vois qu'il y a beaucoup d'attaques envers les communistes qui seraient du coup contraires, antinomiques avec les valeurs de la République. Or, je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de villes, ce sont justement les militants communistes qui font vivre la République et les valeurs d'égalité. Et maintenant, je m'interroge réellement sur vos motivations. Pourquoi attaquer autant le Parti communiste alors que juste avant, vous disiez que justement, ils partaient aujourd'hui à gauche, c'était les seuls à porter les valeurs républicaines d'égalité, de justice, de fraternité et de sécurité. Non, mais moi, je vais peut-être vous étonner, mais c'est vrai que je fais une différence entre le Parti communiste aujourd'hui porté par Fabien Roussel et la France insoumise ou une partie d'Europe Écologie Les Verts. Il faut quand même faire preuve d'un petit peu d'honnêteté intellectuelle. Je ne crois pas qu'on peut les mettre dans le même sac. Hein. Très honnêtement, il faut quand même reconnaître à Fabien Roussel un certain courage. Et une clarté. Pardon ? Une clarté. Une clarté sur ces sujets et une volonté de voir aussi la situation de la France telle qu'elle est, notamment sur le régalien. On aurait pu s'attendre aussi à un candidat communiste qui était dans une forme d'angélisme, de déni de réalité. Et pour le moment, on peut s'en réjouir. Il n'est pas là-dedans. Donc moi, je ne le mets pas vraiment dans le même sac que les autres. Pour revenir à un élément, c'est qu'on parle beaucoup d'Éric Zemmour. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Emmanuel Macron. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il est quand même très haut, hein. Pour quelqu'un qui est que sa base électorale il est quand même extrêmement haut. Il est entre 24, parfois 26. Et c'est assez inédit, il me semble, pour un président de la République en fin de quinquennat. Donc, dans quelle mesure il va réussir à la conserver jusqu'au bout? Est-ce que Emmanuel Macron est devenu une valeur refuge? Est-ce que le côté clivant d'Éric Zemmour ne sera pas de nature aussi à amener une partie de l'électorat de la droite qui a envie de sécurité, qui a envie d'être rassuré, y compris sur les questions économiques, vers un Emmanuel Macron? Très honnêtement, on peut aussi se poser la question. D'où ma question en début d'émission, est-ce que Éric Zemmour est actuellement son pire ennemi? William T, peut-être? En fait, sur votre question sur pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron se maintient à 24, parce qu'en fait, Emmanuel Macron a réuni le bloc qui incarne la sécurité et la stabilité. En fait, Emmanuel Macron est le candidat en gros du statu quo, qui est le maintien des classes actuelles
actuel, il devait affronter. En fait, il est antinomique. Emmanuel Macron président est antinomique à Emmanuel Macron candidat. Lorsqu'il était candidat, il disait qu'il fallait s'attaquer à la mobilité sociale, il fallait promouvoir la mobilité sociale, il fallait s'attaquer au corporatisme et toutes les rentes de situation. Voilà, tout à fait. Et en fait, là, il est devenu le candidat parfait de protecteur du système, en gros. Et c'est le candidat de la sécurité, entre guillemets. Et face aux personnes qui sont plutôt comme Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui sont plutôt le candidat de l'aventure. Et le clivage se joue là-dessus. Et la difficulté qu'ont les Français actuellement, en période de crise, c'est est-ce qu'ils sont capables de se projeter dans une aventure alors qu'il y a déjà des périodes d'incertitude qui est liée aux crises économiques et sociales qui sont induites par la crise sanitaire, ou est-ce qu'ils vont privilégier le candidat qui est capable d'assurer une forme de stabilité qui est Emmanuel Macron? Moi, je pense que la difficulté qu'ont la plupart des Français, c'est qu'en fait, ils se retrouvent en partie chez Emmanuel Macron sur les questions économiques et sociales, et en partie chez les questions d'Éric Zemmour sur les questions de protection de la civilisation. Ils aimeraient un candidat qui fasse les deux. Est-ce que ça suffira pour Éric Zemmour? Parce que la question que je me pose, c'est notamment après son attaque contre Marine Le Pen, on dit Marine Le Pen, et il l'a théorisé. Justement, on va écouter Marine Le Pen et on va écouter la réponse d'Éric Zemmour. Sur ce point-là Écoutez Marine Le Pen, qui était ce matin l'invitée de Laurence Ferrari. J'aime pas beaucoup son mépris. Je vous le dis parce qu'il me rappelle celui d'Emmanuel Macron. On a eu 5 ans de ce mépris-là. Je pense que Éric Zemmour a tort d'utiliser cette tonalité. Deuxièmement, je crois que ce propos n'a pas de sens. Il n'y a pas un peuple de droite ou un peuple de gauche. Il y a un peuple de France. Et on ne peut pas, sauf à être totalement contradictoire, considérer que la France est en danger de mort, comme le dit Éric Zemmour, et n'en appeler qu'aux gens de droite. Ça n'a absolument pas de sens. Si la France est en danger de mort, c'est l'ensemble du peuple de France qui doit se lever pour pouvoir sauver le pays. On va arrêter ce petit jeu. À chaque fois, je vous vois toutes les semaines, vous me donnez la dernière phrase de Marine Le Pen et je suis sommé de répondre. Donc... c'est très bien, je suis tombé dans votre panneau, j'ai répondu par goût de la joute, mais on va arrêter ça. Je ne vais pas répondre toutes les semaines à la dernière sortie de Marine Le Pen, elle dit ce qu'elle veut. Moi, je n'ai de mépris pour personne, j'ai du respect pour tout le monde. Voilà. Après, j'ai le droit d'être en désaccord avec les gens et de le dire et de le proclamer haut et fort. Lydia Guérou, je vous laisse poursuivre votre développement. Oui, mais moi je voulais revenir sur justement l'attaque d'Éric Zemmour qui indiquait que Marine Le Pen, et il l'avait théorisé depuis des années, dit-il, était une femme de gauche. Et je pense que alors c'est sûr, Marine Le Pen n'est pas Marion Maréchal. Marion Maréchal était plutôt une libérale. Marine Le Pen n'est pas une libérale. Mais donc ça veut dire que potentiellement Éric Zemmour aura un programme économique qui sera un programme économique libéral. Et donc lui qui veut rassembler et la bourgeoisie conservatrice et les classes populaires, à mon avis, aura un peu de mal à faire venir à lui les classes populaires s'il a un programme véritablement libéral sur le plan économique, proche de celui de Fillon en 2017. Et Fillon n'a pas attiré les classes populaires à lui. C'est-à-dire que le constat établi par Éric Zemmour est plutôt vrai, parce qu'en fait, il va attirer de manière irrémédiable les classes populaires pour une raison simple, c'est que ce sont les classes populaires qui sont les premières victimes du malaise identitaire. Ce sont les classes populaires qui sont les premières victimes de l'immigration massive, du changement de peuple à l'homme, du changement de culture, les sondages, etc. Oui, mais attendez, si vous prenez ce qui va avoir dans leur portefeuille après les réformes qu'on pourra potentiellement mettre en place. Si vous regardez un petit peu à quel candidat Éric Zemmour prend des électeurs, il en prend quand même pas mal à Marine Le Pen. 36% de cadres et 18% d'ouvriers. Peut-être, mais toujours est-il... Alors dans ce cas-là... Concernant les électeurs de Marine Le Pen. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que Marine Le Pen a uniquement l'électorat populaire, parce que là, ça vient en contradiction avec cette théorie-là. C'est ce que, vous savez, Jaurès disait « La nation est le bien de ceux qui n'ont rien ». Ceux qui n'ont rien, ce sont les couches populaires. Et donc, qui est le plus attaché à l'idée de France, à l'idée de vivre français? Ce sont principalement les couches populaires aussi qui tiennent à rester elles-mêmes chez elles et pour encore longtemps. Or, un programme libéral, enfin libéral, c'est beaucoup dire, c'est un mot qui ne veut plus rien dire, aujourd'hui. Sur la question de la retraite, effectivement, si aujourd'hui, si vous voulez, on est pour l'allègement fiscalo-bureaucratique. Il va pas apprécier. Madame Guiraud, ne parlez pas sur moi. Je vous ai laissé parler. Souffrez que je termine un propos sans être interrompu. C'est assez rare que vous n'interrompez pas les autres. Non, je n'interromps personne. Non, je n'interromps personne. Si effectivement être libéral, c'est vouloir un allègement fiscalo-bureaucratique
cette chape de plomb kafkaïenne qui pèse sur les Français, je crois que beaucoup de Français sont libéraux. Le libéralisme ne consiste pas simplement à laisser faire le marché. Quand on parle par exemple d'État stratège, quand on parle de volonté de réindustrialiser le pays, de relocaliser les productions, c'est pas le marché qui va faire ça. Donc là, on n'est pas libéral, on est plutôt interventionniste. Donc vous voyez, ça sert à rien de balancer comme ça des termes, des mots valises qui ne veulent plus dire grand-chose et se plonger effectivement dans le programme. Lydia Guérousse. Non, mais moi, je pense que ça veut encore dire quelque chose, libéral sur les questions économiques. Gauche-droite, ça veut encore dire quelque chose, à mon sens. Si demain, Éric Zemmour nous dit qu'il est favorable à la retraite à 65 ans, ou je ne sais pas à quel âge, je ne connais pas son programme ou futur programme par cœur, je pense que les personnes qui seront ouvriers, qui ont des travaux, enfin des emplois qui sont plutôt dans une forme de pénibilité importante, ne vont pas être attirés par ça. Et leur dire que l'immigration, que la question de l'identité, c'est important. Bien sûr que c'est important, mais je ne suis pas certaine que ça suffira à attirer un vote vers eux. Il y a aussi cet élément qui est les questions économiques, l'organisation des services publics, tout ça. Ils vont regarder de très près la gestion aussi de la dépense publique. Tout ça va être regardé de très près par les Français. Ils ne vont pas regarder uniquement et exclusivement le régalien et les questions d'identité. Il ne pourra pas faire que ça pendant 6 mois. Je vous vois acquiescer depuis tout à l'heure. Parce que la démarcation, elle est là. Mais c'est qu'en fait, Éric Zemmour n'a jamais été sur les enjeux économiques, sur les questions économiques. Et aujourd'hui, les Français nous posent des questions, nous interpellent, nous, en tant que personnalité politique. Qu'est-ce qu'on fait pour mon pouvoir d'achat? Qu'est-ce que vous faites sur l'essence, sur la hausse de l'essence? Qu'est-ce que vous faites sur ça? Et la réponse de Éric Zemmour, c'est la question de la nation, de l'identité française, des Français de souche. Mais aujourd'hui, c'est en décalage profond avec les aspirations de la population française. Un décalage profond, j'insiste vraiment là-dessus. De quoi? Pourquoi il monte? C'est des sondages. Ouais. On verra le résultat. Et c'est en train de se tasser. Puis ça va dégringoler. Oui, enfin, il est passé de 3 à 17 quand même. Mais il descend. Et aujourd'hui, je termine là-dessus, parce que sur les sondages et l'inflation sondagière, il y a quand même peu d'électeurs aujourd'hui qui sont stabilisés dans leur vote. Beaucoup ne savent pas encore ce qu'ils vont voter. 87% des jeunes se disent qu'ils vont voter et pour autant, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont voter parce que justement, il y a un décalage entre leurs aspirations d'un côté et ce qui se passe aujourd'hui dans le débat public. Vous avez 15 secondes. Moi, je vais reprendre sur la question du libéralisme. Si Donald Trump et Boris Johnson ont acquis autant d'électeurs populaires, comment ils ont fait alors qu'ils avaient des programmes très libéraux sur ce point? Et en plus, les Français, ce qu'ils demandent avec 65% de dépenses publiques, c'est un rééquilibrage parce que vous avez la classe moyenne et classe populaire qui, en fait, travaille, est trop riche pour bénéficier des aides et pas assez pauvres pour bénéficier des aides de ce côté. En fait, du coup, ils payent des impôts pour des gens qui sont... Moyenne. Non, mais ça, c'est la classe moyenne. Et donc, du coup, ces personnes-là attendent un renversement et attendent d'un candidat qui combatte l'excès de socialisme qui coule la France depuis 1981. On revient dans un instant, c'est la fin de cette première partie. Nous aborderons notamment ces trafics qui gangrènent les quartiers de certaines de nos villes grande et maintenant ville moyenne. Vous le verrez dans ce témoignage que nous allons vous présenter, témoignage recueilli par nos équipes. A tout de suite sur CNews. Il y a une vie après le sport de haut niveau, mais les valeurs restent les mêmes. Si vous aussi, vous payez plus de 2 500 € d'impôts grâce à la loi Girardin, souscrivez maintenant et réduisez vos impôts dès l'année prochaine. Contactez votre conseiller financier ou rendez-vous sur interinvest.fr. Allô Alain, c'est Géraldine. Je suis pas très à l'aise. Philippe vient de partir en mer tout seul sans moi et vous savez avec ses oreilles. Il a bien pris ses 2 paires d'appareils auditifs. Ah oui, je les ai rangés moi-même. Et il entend très bien avec. Oui, bien sûr. Bon, alors tout va bien. Il peut être tranquille et nous aussi. Allô? Oui, Alain m'a complètement rassuré. Tu es vraiment en sécurité avec la 2e paire d'appareils. Pour 1 € de plus? Mais qu'est-ce qu'il va nous inventer encore, ce flelou? Je sais pas, demande-lui un 2e bateau. La sécurité pour 1 € de plus, ça n'a vraiment pas de prix. Dispositif médical CE. Avec la nouvelle machine Senseo Select, dégustez un délicieux café long plus ou moins intense et maintenant un véritable espresso court et serré. Senseo, à vous de choisir. Ah oui. Avec Course U, vous allez oublier que vous êtes chez vous. Sur courseu.com, retrouvez votre rayon frais et vos produits comme en magasin et choisissez entre le drive ou la livraison. Rendez-vous sur courseu.com. Avec la marque en moins, vous êtes livré directement dans votre boîte aux lettres et vous consommez mieux. La lessive La Marque en moins est fabriquée en France, sans plastique, sans allergènes, mais pourtant toujours aussi efficace. Et ça sent bon. Commandez notre pack d'essai pour 3,50 €, exclusivement sur lamarqueenmoins.fr.
Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. La perte d'un proche est une épreuve difficile. Philae Services Funéraires vous accompagne. Notre mission ? Vous soulager en prenant en charge la préparation et l'organisation des obsèques. Philae Services Funéraires, à votre écoute, à vos côtés, pour vous accompagner. Reprenez le pouvoir avec l'assurance Assur'Li, votre assurance de prêt immobilier simple, rapide, depuis votre canapé. Obtenez votre devis gratuitement, sans engagement et au prix juste, directement en ligne. C'est easy, c'est Assur'Li. Désolé chérie, je te rappelle que c'était Venise ou le frigo. On peut pas tout avoir. Et si, chez Electrodépôt, on peut. Regardez. Pour vous proposer des produits neufs au prix les plus justes, on les optimise. Pareil pour nos magasins. On limite la déco pour ne pas impacter nos prix. Comme notre réfrigérateur combiné i1 à seulement 239,98 €. S'offrir le meilleur au meilleur prix chez Electrodépôt. Et oui, on peut. Electrodépôt, des prix, mais pas seulement. CNews, la liberté d'opinion est-elle une espèce en voie de disparition ? Nouvelle Dacia Spring 100% électrique à partir de 89 € par mois est disponible dans le réseau Dacia. Et profitez du pack intégral pour 1 € de plus par jour. Désert, océan, ciel, territoire. Quel que soit le terrain où elles sont, nos forces armées sont toutes à leur mission. Pour les protéger et les épauler, elles peuvent compter sur nous. Une mutuelle issue de leur rang. Uneo. Être là pour les jeunes engagés comme ils sont là pour nous. Uneo, votre force mutuelle. Être utile aux jeunes engagés. Sur le terrain, Uneo fait la différence. Santé, assistance, réduction, logement, services connectés, nous sommes là chaque jour. À vous d'en juger. Bonjour. Bonjour. Je peux vous conseiller? C'est pour construire une petite bibliothèque. Alors, mon conseil, c'est des pierres réglables avec une plainte amovible en bas. Avec des chevilles à expansion parce que c'est du placo. Du 4,33, pommelle et touillon de 12. Ça va m'occuper parce que là, en ce moment, c'est pas ouf avec ma copine. Là, je peux pas trop vous conseiller, mais pour les étagères, je vous conseille vraiment. Les crémaillères, encastrées dans les montants. Ouais, vous avez raison. Sérieux, j'aimerais bien réussir juste un truc de temps en temps. Puis trouver du taf par les temps qui courent, bonne chance. Alors là, je peux vous conseiller. Bricomarché, votre réussite, c'est aussi la nôtre. Exigez l'expertise IGIS pour l'entretien et la maintenance de vos ventilations. Professionnels et particuliers, nous répondons à vos demandes partout en France. Avec la nouvelle machine Senseo Select, dégustez un délicieux café long plus ou moins intense et maintenant un véritable espresso court et serré. Senseo, à vous de choisir. Chez Carglass, nos clients nous le disent, un impact sur 2 fissure en moins de 3 semaines. Si vous avez un impact, chez Carglass, on le répare en 30 minutes. En plus, en ce moment, quand on répare ou on remplace votre pare-brise, vos balais d'essuie-glace Bosch sont gratuits. Gratuits. Des comme ça, c'est près de 50 €. Et bien sûr, on vous les pose. Profitez-en maintenant. Alors, un impact, une fissure, et Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Et pour prendre rendez-vous directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Simple, rapide, sans engagement, Lovis, l'assurance comme vous. Avec Auto Héros, pas besoin d'être super technique pour acheter votre prochaine voiture. Il vous suffit juste de quelques clics. Commandez où que vous soyez sans bouger le moindre orteil. Car Auto Héros livre gratuitement votre voiture partout en France et avec 1 an de garantie. Achetez votre voiture en ligne sur Auto Héros. De retour sur le plateau de Soir Info Week-end avant d'aborder la question des trafics de drogue qui gangrènent certains quartiers dans notre pays. Un rappel des principales actualités de la journée avec vous, Anne Maquignon.
Réconciliation à Rome aujourd'hui entre Joe Biden et Emmanuel Macron après la crise des sous-marins australiens. Le président américain reconnaît une maladresse et un manque d'élégance de la part des États-Unis. Son homologue français dit vouloir désormais regarder vers l'avenir. Dans le conflit entre la France et le Royaume-Uni sur les licences de pêche post-Brexit, la tension ne redescend pas. Boris Johnson a promis de tout faire pour défendre les intérêts de son pays. Emmanuel Macron juge, lui, que la crédibilité du Royaume-Uni est en jeu. Les deux hommes vont se rencontrer également ce week-end à Rome. Nouveau déplacement chahuté pour Éric Zemmour à Pleurtues en Ille-et-Vilaine. Le polémiste a été accueilli par plusieurs centaines de manifestants opposés à sa venue. Pour Éric Zemmour, ce sont des anti-républicains. Week-end de pluie partout en France. Des pluies diluviennes sont même attendues à certains endroits. 20 départements sont en alerte, dont 3 en vigilance orange, le Gard, la Lozère et l'Ardèche, pour des pluies et des inondations. Voilà pour les principaux titres de l'actualité. Soir Info, Week-end se poursuit tout de suite. Merci beaucoup à vous, Anne Maquignon. Avant d'entamer ce débat autour de ces trafics de drogue qui gangrènent certains de nos quartiers dans notre pays, c'est l'heure de votre zapping politique. Il faut être aussi ferme parce que les Britanniques se sont engagés à donner ces licences de pêche, ont signé un accord. Il faut de la fermeté, alors il faut en même temps ne pas rendre la situation irréversible et j'allais dire faire payer aux Britanniques leur sortie de l'Union européenne plus que de raison. Mais là, pour la pêche, par exemple, c'est clair qu'il faut prendre des mesures. La balle, elle est dans le camp des Britanniques. Si les Britanniques souhaitent octroyer ces licences, eh bien, dès lors, il n'y aura pas la mise en place ou il y aura l'arrêt de ces mesures des rétorsions. En faire une affaire politique, c'est jouer le jeu des Anglais. Nous, on en fait une affaire économique, c'est à savoir de la défense de nos pêcheurs face à ce blocus de principes anglais qui, en plus, trahit l'esprit du traité que nous avons signé pour le Brexit. Donc peut-être que ce sont les diplomates qui se battent, mais ce sont pour les pêcheurs et rien d'autre. Il y a une spécificité contre la France. Ce qui est sûr, c'est que le principal pays concerné par ces zones de pêche est la France. Et ce qui est sûr, c'est que les discussions, les négociations entre les Britanniques, la France et la Commission européenne n'avancent pas. Il faut aller vers une agriculture paysanne raisonnée, si possible bio, des circuits courts. Et vous savez, les premières personnes qui en profiteraient seraient les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que l'agro-business leur impose des conditions de vie absolument déplorables, des revenus insuffisants. Et le problème, c'est quand vous êtes un jeune agriculteur, que vous installez, que vous avez parfois déboursé des centaines de milliers d'euros et que les 2, 3, 4, 5 années suivantes, vous prenez de tels épisodes de grêle, de gel. L'enjeu, ce sur quoi nous travaillons, c'est de mettre en place une couverture contre ces risques pour qu'elle soit beaucoup plus facilement accessible à nos agriculteurs. Et je présenterai dès le 1er décembre un projet de loi en Conseil des ministres. C'est des assurances récoltes, c'est le fait de pouvoir se prémunir contre ces risques grâce à un système assurantiel, un système de couverture. Et donc je présenterai un projet de loi le 1er décembre en Conseil des ministres qui sera débattu dès la mi-janvier à l'Assemblée nationale, au Sénat à la fin du mois de janvier, et pour faire en sorte que ce projet de loi puisse être adopté avant la fin de la mandature. Moi, j'ai toujours considéré que les agriculteurs, c'était les premiers écologistes du monde. Donc, il faut arrêter que les bobos leur donnent des leçons. Je crois que ça les fatigue et ils se sentent extrêmement frustrés. Les agriculteurs, ils vont continuer à faire leur travail avec leurs obligations, avec beaucoup de respect de la nature et de la biodiversité. Faisons leur confiance, intégrons-les dans la discussion générale. Et encore une fois, au lieu de prôner une France de la décroissance et du déclin, croyons plutôt en une France inventive et du rebond, y compris en agriculture. L'immense majorité disent c'est dans les forêts, c'est grâce aux arbres. Eh bien, figurez-vous que l'endroit sur Terre où on capte le plus le carbone, c'est pas la forêt, c'est le sol, et notamment le sol agricole. Dès mercredi prochain, je participerai à cette COP, cet événement très important, pour une initiative qui s'appelle l'initiative 4 pour 1000, où, avec l'ensemble des pays à l'international, on dit comment on favorise la captation de CO2 dans le sol. Prenons le plan de relance qui a été de 100 milliards, qui a été décidé pour 3 ans. Vous avez véritablement très peu d'argent dans ce plan de relance consacré à la question de la transition écologique. Et par contre, on donne de l'argent aux entreprises sans contrepartie écologique, par exemple. Donc c'est un plan productiviste et on peut plus se le permettre.
Un guetteur gagne à peu près 80 € par jour, donc on est très loin du SMIC. Ils sont de plus en plus jeunes, ils sont recrutés dans nos collèges, dans nos lycées. Ils sont souvent aussi victimes de tout ce réseau et il y a une action très volontariste du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin aujourd'hui pour mettre fin à cette impunité, à cette impunité, pour ne pas qu'il y ait ces jeunes qui puissent prendre ce travail facile et deviennent des guetteurs. C'est beaucoup de communication pour rien. C'est-à-dire, par exemple, ils instaurent une amende censée forfaitaire, censée diminuer la consommation de trafic. On s'aperçoit que ça ne diminue rien du tout. Au pire, c'est une TVA de l'État que l'État prend sur le trafic. On ne voit pas vraiment le progrès. Ils montrent les muscles, mais moi je le vois dans ma circonscription. On a encore hier soir des gens de ma circonscription dans un quartier me disaient que c'était l'enfer. Donc la police arrive 2-3 jours, on les voit et puis ils repartent après et ça continue. On ne lâchera rien sur le trafic de stupéfiants. Il y a une action très forte aujourd'hui du ministre de l'Intérieur sur le sujet. On a doublé le nombre de saisies de drogue, on a augmenté le trafic. Vous êtes étonné par ce qu'il dit ou vous n'êtes pas du tout étonné? Mais moi, je ne suis pas étonnée. Je pense qu'il faut être très ferme. Il ne faut rien lâcher sur le sujet. Il y a 240 000 jeunes dans ce pays qui vivent mal de ce trafic, c'est-à-dire ces petites mains. Je ne parle pas des chefs, des têtes de file, on ne les voit même pas. Ils sont souvent dans des pays étrangers. Moi, je parle de ceux qui, à cause d'une déscolarisation, de problèmes de chômage, gagnent 100 € par jour, avec des emplois de 10 à 12 heures par jour, des emplois entre guillemets 10 à 12 heures par jour, risquent leur vie, parce que souvent ça se termine comme ça, ou la prison. La seule façon pour tarir ça, à un moment donné, je vous le dis, c'est de tarir le trafic à la source. Considérer que, qu'est-ce qu'on fera? On va les mettre en prison toute leur vie. Chacun se comprend que ça ne serait pas proportionnel par rapport à leur activité. Donc moi je suis pour une chose très simple. Faisons en sorte de tarir ce trafic, faisons en sorte aussi de mettre le paquet sur l'école, sur l'emploi. Je pense que la République ne peut pas tout. Il y a un sujet sécurité, il y a un sujet justice, il y a un sujet éducatif aujourd'hui. Et les parents ont une responsabilité. Alors moi, je suis défavorable à la suppression des allocations familiales parce que je ne crois pas que vous aidez une famille monoparentale qui est complètement déjà dépassée par la gestion de ses parents. Évidemment qu'il y a un problème d'éducation et qu'il y a aussi un problème de situation extrême dans des familles monoparentales avec des mamans qui n'arrivent plus à contrôler leurs enfants, de gangs, de bandes qui deviennent de véritables havres pour ces jeunes qui sont désœuvrés. Il y a un problème non seulement d'éducation, mais également de responsabilité, d'éducation à la civilité par la société. C'est pour ça que j'ai proposé notamment que le service national universel devienne, pour la classe d'âge de 16 ans, deviennent quelque chose de permanent. Au lieu de discuter du droit de vote à 16 ans, parlons plutôt de leur apprendre ou réapprendre la République. Je crois qu'on gagnera beaucoup de temps et ils seront prêts pour leurs 18 ans, au lieu de faire une loi qui servirait en fait à rien sur le plan du droit de vote, mais qui serait très très utile sur le plan de la civilité si on imposait le service national universel pour tous les jeunes de 16 ans. Les guetteurs sont souvent des gamins qui sont en décrochage scolaire, qui ont l'argent facile, qui pour 50 ou 100 balles sont prêts à vendre leur âme et leur futur. Il faut absolument récupérer ces jeunes et leur faire comprendre que l'avenir, il est plutôt dans l'apprentissage, dans l'éducation, que cet argent facile qui les mènera inéluctablement vers la case délinquance et comme au Monopoly, la case prison. Si on veut parler de la sécurité en France, il faut effectivement parler du premier fléau, notamment des quartiers populaires, qui est le trafic de drogue. Moi, j'ai fait une proposition de loi en ce sens, donc j'en suis plus que conscient. Mais sauf, il faut constater une chose, c'est que depuis 30 ans, on a des politiques de plus en plus répressives et la consommation de drogue n'a pas cessé d'augmenter, le trafic ne cesse pas d'augmenter. Donc ça veut dire peut-être qu'on fait fausse route. Nous sommes pour légaliser sous contrôle de l'État le cannabis, de façon justement à tarir les ressources de ce trafic de drogue et de façon à pouvoir faire en sorte que le reste des forces de police, d'investigation, de police de proximité s'oriente vers les autres trafics. On poursuit justement la discussion sur ce plateau autour de ces trafics de drogue qui gangrènent certains des quartiers de notre pays. Toujours en ma compagnie, Lydia Guiroux, essayiste, éditorialiste politique. À vos côtés, Léon Desfontaines, porte-parole de Fabien Roussel, secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France. En face de vous, Jean Messia, président de l'Institut Apollon, et William T, président du think tank Le Millénaire. Je souhaitais démarrer cette seconde partie de l'émission avec le témoignage exceptionnel d'un guetteur d'une cité située au sein d'une ville rurale en France. Afin de protéger son anonymat, nous ne révélerons ni où ni comment nos équipes ont pu le rencontrer. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est lui qui a tenu à échanger avec nous sur son quotidien. Il nous a expliqué la réalité de ce qui se passe à la nuit tombée dans ces quartiers. Comment il en est arrivé là? Écoutez. J'ai fait un peu tout.
Et depuis mes 16 ans, 16-17. À un moment, j'étais même tout seul, je faisais mon propre truc. Puis j'ai vite arrêté. Vous êtes véhiculé, vous faites le tour du quartier et puis des points d'entrée. Vous êtes équipé soit d'un talkie, soit d'une radio dans les quartiers où il y a le plus de sous. Et vous vous avertissez juste si vous voyez la police qui passe, la direction qu'elle emprunte. Et vous, pourquoi vous avez arrêté votre business? Parce que je me suis fait attraper. Et pour une fois, je vais dire merci à la loi de faire en sorte qu'il y ait des vices de procédure et des vices de forme. Mais je me suis fait soulever à 6 h du matin, comme beaucoup de gens. Et sauf qu'ils ont mal écrit mon nom de famille. Et ils ont fait beaucoup de fautes dans le procès verbal et je ne l'ai pas signé. Et du coup, ça fait qu'il y a une nullité de je sais plus trop quand le truc c'était pas possible de juger. Vous n'avez pas été condamné? Non, mais j'ai arrêté aussitôt de faire ça. Trop de... quand même calmé? Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'étais fou. Mais là, j'arrive bientôt à un âge où je vais devoir commencer à penser à fonder une famille, tout ça. Et il faut essayer de s'en sortir le plus vite. Hein. Et fonder une famille, c'est possible en étant guetteur? Non. Mais aucun métier, aucun travail dans ce secteur-là, c'est possible de fonder une famille. Impossible. Parce qu'il y a la peur de la prison. Et puis après, forcément, il y a tous les enjeux. Hein. Si vous faites par exemple la sacoche, que vous faites un trou dans le budget, je parle. Si vous faites un trou, vous êtes, dans le meilleur des cas, vous bossez gratuitement. Dans le pire des cas, vous prenez une balle dans la tête. Hein. Ce jeune décrit une réalité qui existe maintenant et malheureusement depuis des années dans notre pays, dans certains quartiers, c'est tous les jours la même chose, dit-il. Et si une personne est arrêtée, 1 heure après, une autre prend sa place, on est face au mythe de Sisyphe. C'est effectivement un tonneau de Danaïde. On peut pas. Il y a deux choix, si vous voulez. Là, on est face à deux choix de société qui se défendent l'un et l'autre. Hein. Le premier choix, c'est effectivement mettre des moyens considérables pour s'attaquer au fléau de la drogue, mais de manière ferme, beaucoup plus ferme qu'on le fait aujourd'hui, à la fois par des moyens policiers, mais aussi par des moyens pénaux, d'accord, et des moyens carcéraux. Qui font que, effectivement, on se donne la possibilité d'éradiquer les trafics et les revenus qu'on en tire. Ou alors, donc ça c'est le premier choix. Je pense que ce choix-là, on n'est pas dedans. Le deuxième choix, c'est effectivement penser à une forme de légalisation qui aurait l'avantage de libérer une partie des forces de l'ordre. Certaines drogues. De certaines drogues, du cannabis en particulier, mais c'est de ça qu'il s'agit. Pas de toutes les drogues, évidemment, de certaines drogues, et ce qui permettrait de libérer les forces de l'ordre, toutes ces forces de l'ordre qui en permanence arrêtent, présentent devant les tribunaux, puis arrêtent de nouveau, enfin qui sont dans cette tonneau de Danaïde en permanence, eh bien elles seraient libérées pour combattre d'autres fléaux beaucoup plus graves, le terrorisme, l'insécurité, voilà, la violence à l'égard des femmes, à l'égard des enfants, enfin que sais-je encore. Et donc en fait, je pense qu'il faut ouvrir un débat national autour de ça et soumettre cette question à référendum, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la pire situation. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes au milieu du gué. Ni on se donne les moyens de traiter véritablement le problème, avec les moyens considérables qu'il faudrait, ni on ouvre au moins ce débat sur la légalisation. Donc, ce n'est pas très étonnant qu'on assiste à ce genre de situation. J'ajoute qu'évidemment, quand on regarde la sociologie des trafics et des trafiquants, et à la fois géographique et ethnique, tout le monde sait que certaines immigrations, évidemment, et le afflux permanent nourrissent ça. Dans certains quartiers, vous savez, un certain nombre de choufs, de petites mains, etc., sont des mineurs isolés, ou sont même des clandestins, parce que les réseaux les utilisent, ils sont beaucoup moins traçables, ils sont beaucoup moins identifiables, et donc les réseaux s'en emparent. Et complexe lorsqu'ils sont arrêtés. Exactement. Donc, il faut traiter à la fois le problème du trafic de drogue, sur le plan, je dirais, légal, sur le plan démocratique, en posant ce débat, mais il faut aussi, je dirais, traiter le problème migratoire, traiter aussi le problème financier, parce que si on se donne les moyens de combattre ce problème, il faut aussi penser à tout le pognon que ça génère derrière. Et ça, on a des services pour identifier ce genre de flux financiers illégaux, le blanchiment, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la configuration où on se donne les moyens de traiter le problème.
Léon Desfontaines, il faut mettre clairement ce débat sur la table, la légalisation du cannabis, pour tenter justement de donner plus de temps aux policiers, notamment pour lutter contre l'insécurité, contre d'autres trafics qui gangrènent ces quartiers. Je ne suis pas sûr que le débat, ce soit la légalisation, mais pour permettre de remédier justement à ce fléau, et il faut le dénoncer avec force, mettre en place une politique volontariste là-dessus. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'attaque pas à la racine du problème. C'est les gros bonnets. À quel moment on mène une politique à l'offensive pour aller chercher ces gros bonnets et les enfermer ? Et pour ça, il faut des moyens. Et donc, non seulement ça se mène ici en France, bien évidemment, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, on a quand même un pays avec qui la France entretient des liens, et commerciaux, économiques, diplomatiques, qui a légalisé la production de cannabis sur son sol à destination de l'export. À quel moment on va mettre en place des sanctions si vraiment on veut lutter ? C'est un grand bonnet. Vous parlez du Canada ? Le Maroc. Le Maroc ? Je croyais que le trafic de drogue n'avait rien à voir avec l'immigration. Non, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Ah, d'accord. Ça a à voir avec des flux internationaux, en effet, mais qui n'ont rien à voir avec l'immigration. Ils ont volé les paquets de drogue par-dessus la mer à bout de bras. Il y a des sous-marins qui ont été mis en place. Il y a une très bonne enquête qui a été menée là-dessus. Des sous-marins qui sont pilotés depuis le Maroc. Ils envoient les paquets de drogue. Ça n'a rien à voir avec l'immigration. Et deuxième problème, je vais vous dire où est l'autre problème sur l'international, c'est là où va cet argent. Parce qu'il y a de l'argent qui est fait, on est tous d'accord là-dessus, c'est un problème. Où va cet argent ? Aujourd'hui, cet argent se mélange dans les paradis fiscaux avec les gros bonnets de la drogue, avec les dividendes, les actionnaires, l'argent des actionnaires. Le Luxembourg, il faut aujourd'hui mener une politique contre l'évasion fiscale, contre les paradis fiscaux, fermer les paradis fiscaux, et là on coupera à la racine le problème, c'est que du coup, de facto, ils ne pourront plus cacher leur argent ni la blanchir. Donc il faut... La question de la lutte contre le trafic de drogue doit se poser en même temps avec la lutte contre l'évasion fiscale et surtout contre les paradis fiscaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'argent sale qui se mêle avec cet argent-là. Lydia Guirous, la question et la réponse notamment à cette question donc, des trafics de drogue qui gangrènent certains quartiers, elle est globale ? Elle est globale, elle est connue depuis des années, sauf qu'il y a encore quelques temps, on en parlait pour les banlieues des grandes agglomérations, Lille, Paris, Lyon, Marseille évidemment et d'autres. Aujourd'hui, ça se diffuse sur l'ensemble du territoire. Moi, ce que je retiens, c'est que, et notamment avec les événements qu'il y a eu à Alençon, c'est quand même une ville de 26 000 habitants, c'est une petite commune. Donc aujourd'hui, ces trafics avec des quartiers... événements qui ont eu lieu en début de semaine, notamment exactement, le 27 octobre. Ces jeunes et la police. C'est qu'il y a une diffusion sur l'ensemble du territoire, y compris dans des petites communes, y compris parfois dans la ruralité, de ce trafic de drogue. Bien sûr qu'il faut évidemment utiliser le levier international diplomatique et qu'il y a une discussion qu'il va falloir avoir avec le Maroc, c'est évident. Mais dans un premier temps, il va falloir avoir surtout une reconquête de ce territoire-là qui sont tenus par les trafiquants de drogue, ces caïds de la drogue, qui sont aussi des délinquants qui pourrissent la vie, des gens qui vivent dans ces quartiers et qui sont condamnés au silence et à raser les murs. Et également, évidemment, il y a drogue, islamisme, et puis toutes ces armes qui sont dans les caves de ces cités. Et on ne le dit pas assez souvent, il y a des armes qui sont en nombre dans les caves de ces cités, et souvent on le voit lorsqu'il y a des événements comme on peut commenter parfois avec il y a des kalachnikovs qui circulent aujourd'hui. Donc il y a une véritable reconquête qu'il va falloir mettre en place, mais on ne réussira pas à le faire avec une police qui ne sera pas suffisante, qui ne sera pas suffisamment outillée, qui n'aura pas assez de... Et puis surtout, des magistrats qui ne vont pas condamner. Il y a un épuisement de la part de la police qui en a assez d'arrêter 10, 15, 20 fois. Il y a de nombreux témoignages là-dessus. Et de voir que ces délinquants, que ces caïds, que ces trafiquants n'ont pas de peine. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de place de prison. Donc il va falloir aussi véritablement renforcer, maintenant avec un véritable plan de construction de prison ambitieux, parce que ça n'a pas été fait. Et si les communes ne veulent pas recevoir de prison, eh bien, il faudra à un moment les forcer, peut-être leur donner de l'argent, trouver des leviers, mais on a besoin de cette politique ambitieuse de construction. On veut des prisons, mais pas chez nous. On le voit, c'est l'un des principaux problèmes. Lors de oui, mais sauf que ce n'est pas la pénurie de prisons qui doit faire qu'on n'a plus de peine de prison. Sinon, l'impunité n'est plus qu'un sentiment. C'est une réalité. Et là, c'est problématique et ça met à mal notre démocratie. William T.
Non, la difficulté, c'est qu'il faut du courage politique pour reprendre le contrôle des territoires. Et en fait, dans ces territoires, vous avez une loi des gangs qui substitue à la loi de la République, avec un propre système méritocratique. Ça veut dire qu'en fait, vous commencez comme guetteur, puis après, vous montez au filangramme. Et c'est un système parallèle méritocratique à celui de la République, parce que le système de la République est beaucoup moins attractif dans ces territoires que celui de la loi des gangs. Et donc, en fait, il y a deux enjeux. C'est reprendre le contrôle de ces territoires et ensuite, après, reprendre le contrôle de nos frontières et de notre aspect diplomatique, comme vous l'avez souligné, pour en fait agir en termes d'action internationale pour bloquer ces pays. Désenclaver aussi ces territoires. Et c'est tout à fait possible. Oui, sur la question de ces territoires, se posera la question, au bout d'un moment, si on ne doit pas mettre en place un état d'exception d'urgence au niveau local pour reprendre le contrôle de ces territoires. On l'a fait de façon très longue sur la question du virus, donc se posera la question si on est capable de faire. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que ça a été rappelé dans le documentaire qui a été passé. Le jeune l'exprime très bien. Il y a différentes procédures, différentes vices de procédure qui font que l'action des policiers est entravée par les règles de droit et par la question des juges qui sont inefficients pour juger ces personnes-là. Donc il y a aussi la question de la justice et la question de la correspondance entre les moyens de la justice et les moyens qu'on veut mettre en œuvre sur ces territoires. Et puis après, il y a un troisième sujet, c'est la question de l'immigration. Parce que ce que dit Christophe Guilluy dans Le Temps des gens ordinaires, et la personne l'a très bien souligné, c'est qu'en fait, ces personnes-là qu'on arrête au bout d'un moment vieillissent et passent à autre chose, ils veulent fonder une famille. Mais ils sont remplacés par des nouveaux arrivants qui les remplacent. Et donc en fait, ce que dit Christophe Guilluy, c'est qu'en fait, si on ne régule pas l'immigration, soit en stoppant un moratoire en provenance de certains pays, soit en les déplaçant dans certains territoires, et s'ils vont se renouveler, en fait, vous répétez de façon constante l'arrivée de personnes massives sur ces territoires qui vont remplacer, qui sont en fait ce que disait Karl Marx, pour faire plaisir aux communistes, une armée de légions de travailleurs pour les remplacer. Attention à cette notion de politique de peuplement où il faudrait installer les populations dans d'autres territoires, etc. Moi, je crois que c'est surtout diffuser les problèmes. Parce que si vous déplacez des personnes qui sont trafiquantes ou des familles à problème dans d'autres villes, dans des villes dans la ruralité par exemple, ces familles et ces populations ne changeront pas leurs habitudes. Donc vous allez diffuser le problème sur l'ensemble du territoire. Et je trouve que c'est une vieille lune et une fausse bonne idée. Ce témoignage a été réalisé dans une ville de taille moyenne. Oui. Donc attention à la politique de peuplement, ça serait une erreur que d'aller vers je suis parfaitement d'accord, mais je disais qu'à partir du moment où vous avez 300 000 personnes qui viennent, il ne faut pas les diffuser dans les mêmes questions. Mais si on changeait, si l'autre question c'était la question de la politique d'immigration, je pense qu'on a un véritable problème parce qu'en France, on a une stratégie qui est unique au monde, c'est qu'on exporte nos bacs plus 7 pour importer des bacs moins 5 et des gens à problème que personne ne veut récupérer. On l'a vu sur la question des laissez-passer consulaires, personne ne veut reprendre ces gens-là. S'ils étaient vraiment... Non, les 300 000, c'est des entrées légales. Donc en fait, ces entrées légales, c'est l'État français qui décide si on les accueille ou pas. Donc je pense que sur la question des entrées légales, nous, on doit restreindre par rapport à nos besoins et par rapport à la question unique de l'intérêt national. On n'a aucun intérêt à faire venir des personnes sous-qualifiées qui n'apportent rien à l'économie française. Quand on regarde l'écart de taux de chômage entre les personnes sous-qualifiées et les personnes surqualifiées, on a à peu près 20% de taux de chômage pour les personnes sous-qualifiées. Donc on n'a aucun intérêt à faire venir des bacs moins 5 qui apportent que des problèmes et qui ne pourront pas s'intégrer, qui ne pourront pas avoir de travail et de logement. Et on poursuit la discussion dans un instant après une très courte coupure pub. À tout de suite. Vos yeux sont exceptionnels. Ils sont capables de distinguer des centaines de milliers de couleurs et des centaines de nuances de gris. Mais voilà, vous, ce que vous voudriez voir pour l'instant, c'est où commence et où s'arrête ce sac poubelle. Alors si vous avez plus de 40 ans, votre opticien Atoll vous offre un diagnostic presbytie. Dispositif médical. Il est grand le monsieur. C'est la soupe, ça fait grandir. Déjà de retour. Ça marche bien les soupes bidons. Je crois qu'elles font grandir. Allez, viens. Chez U, on n'en fera jamais assez pour les petites entreprises locales. U, commerçons autrement. Découvrez Sublime, la nouvelle machine compacte L'Or Barista, compatible avec les capsules classiques et XXL, pour préparer 2 espressos, un double espresso, un café long ou un délicieux espresso. Imaginez un monde de possibilités. L'Or Barista, double espresso, double plaisir. Désolée chérie, je te rappelle que c'était Venise ou le frigo. On peut pas tout avoir.
Et si, chez Electrodépôt, on peut. Regardez, pour vous proposer des produits neufs au prix les plus justes, on les optimise. Pareil pour nos magasins, on limite la déco pour ne pas impacter nos prix. Comme notre réfrigérateur combiné i1 à seulement 239,98 €. S'offrir le meilleur au meilleur prix chez Electrodépôt. Eh oui, on peut. Electrodépôt, des prix, mais pas seulement. Émile Zola. Redécouvrez l'œuvre de l'écrivain le plus populaire de son temps dans une collection de luxe illustrée par de magnifiques gravures d'époque. Le numéro 1 Germinal, 3,99 € seulement. Montblanc Explorer et le nouveau parfum Explorer Ultra Blue. Green dreams, it seems are coming true. Bearing in mind it takes a toll. Descend the rabbit hole and hold on to your soul. I got a secret, yeah, I've been reaching up to the sky. I got the power now. Les bonnes économies d'énergie se font en isolant votre maison par l'extérieur. En ce moment, bénéficiez d'aide de l'État. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites isolation. Si je vous dis Jiffy... Des idées de génie. Des idées de génie? Halloween, bien sûr. Eh oui, Jiffy, c'est 40 ans d'idées de génie. Et pour ces 40 ans, Jiffy vous rembourse 40% sur tout Halloween. 40% de remise en bon d'achat sur tout Halloween. Ah, oh là là, mais tu m'as fait peur. Jiffy, des idées de génie. Joyeux anniversaire, Jiffy! CNews, pourquoi faudrait-il qu'on soit tous d'accord? Infinitely Woman. J'adore. Eau de parfum Infinissime. Dior. On est super bien chez toi, Marco. J'ai fait installer des radiateurs électriques Atlantique et depuis, il fait super bon à la maison. Atlantique, on est bien chez vous. Chez Carglass, nos clients nous le disent. Un impact sur 2, fissure en moins de 3 semaines. Si vous avez un impact, chez Carglass, on le répare en 30 minutes. En plus, en ce moment, quand on répare ou on remplace votre pare-brise, vos balais d'essuie-glace Bosch sont gratuits. Gratuits. Dès comme ça, c'est près de 50 €. Et bien sûr, on vous les pose. Profitez-en maintenant. Alors, un impact, une fissure. Et Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Et pour prendre rendez-vous directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Découvrez Sublime, la nouvelle machine compacte L'Or Barista, compatible avec les capsules classiques et XXL pour préparer 2 espressos, un double espresso, un café long ou un délicieux espresso. Imaginez un monde de possibilités. L'Or Barista, double espresso, double plaisir. Avec Auto Hero, vous achetez votre voiture d'occasion chez vous, directement sur notre vitrine virtuelle. C'est comme si vous y étiez, mais en bien plus pratique et beaucoup plus précis. Nous vous montrons tous les détails du véhicule. Même les plus petites imperfections, vous êtes donc parfaitement informé et sûr de faire le bon choix. Cliquez sur la voiture de vos rêves. Auto Hero. Ah, la vie et les questions qui vont avec. Comme, waouh, à combien il allait ce service? Ah oui, quand même. Waouh, et cette balle, elle est allée loin? Ah oui, joli. Vous faites un électrocardiogramme ici? Et un autre ici? Et encore un là, en plein anniversaire? Oh tiens, bien dormi? Et pourquoi vous mesurez votre taux d'oxygène dans le sang? Ah, c'est donc pour ça. L'application ECG est un dispositif médical. Montblanc Explorer et le nouveau parfum Explorer Ultra Blue. Oui, monsieur, c'est ça. Il vous suffit de la charger la nuit comme votre téléphone. C'est si simple. Et regardez la taille du coffre. Vous avez l'air de quelqu'un qui aime faire des économies, pas vrai? Juste 3 € pour 100 km. Voilà ce que ça va vous coûter. Et en plus, vous avez la possibilité... Allez, on va être en retard. Bon, faut que j'y aille. Avec la Nissan Leaf, vous avez tout à gagner à passer à l'électrique. C'est vraiment le moment de passer à l'électrique. La Nissan Leaf équipée est à partir de 99 € par mois seulement. Pompes Funèbres de France, c'est un engagement de chaque instant et la garantie de la qualité pour l'organisation d'obsèques personnalisées. Choisir Pompes Funèbres de France, c'est bénéficier d'un accompagnement et d'une écoute attentive. Pompes Funèbres de France, le réseau national au service des familles.
Ravi de vous retrouver sur le plateau de Soir Info Week-end. On poursuit la discussion autour de cette problématique du trafic de drogue et on va continuer d'écouter ce reportage exceptionnel réalisé par nos équipes. Écoutez. Tous les jours la même chose, hein. C'est soit regarder si la police passe, etc., soit servir des clients. Ça dépend de ce que je fais, mais ce que je vois tous les jours, c'est des murs. C'est malheureux à dire, mais c'est des murs. Et par-delà ces murs, c'est malheureux, mais on se sent plus en sécurité dans ces murs, et c'est ça aussi qui fait qu'on reste bloqué là-dedans. C'est qu'on se sent plus en sécurité dans ces murs parce qu'on connaît tout le monde. Puis en dehors, on veut plus s'ouvrir au monde extérieur parce que c'est pas qu'on en a peur, mais c'est qu'on se sent comme une famille à l'intérieur du quartier. Et vous avez peur au quotidien? Non. J'ai vu malheureusement, et c'est malheureux, mais j'ai vu tellement de choses dans ma vie que... En fait, la tristesse et la peur chez moi, ça s'est vite transformé en colère en réalité. Et du coup, ça fait que, au lieu d'avoir peur comme ce que je devrais avoir, parce que normalement, on doit avoir peur de la police, on doit avoir peur de se faire descendre, etc. Mais moi, ça m'énerve juste. C'est juste, ça m'énerve. J'arrive plus à ressentir de la peur vis-à-vis de tout ça. On se sent plus en sécurité dans ces murs. Expliquez, cela veut dire qu'il y a des mini-sociétés, des mini-États au sein de notre société, au sein de notre État? Tout à fait, parce qu'en fait, quand on parle de séparatisme ou de sécessionnisme, qui est la grande thématique du gouvernement depuis plusieurs mois, il est d'abord économique. En tout cas, il se finance économiquement. C'est-à-dire que vous avez une superposition à la fois des territoires perdus de la République, pas perdus pour tout le monde, du communautarisme, du trafic de drogue, et tout ça baignant dans une espèce de sous-culture américaine, du rap, etc., importée en tout cas. Donc en fait, on a une superposition de plusieurs problèmes, et le carburant du sécessionnisme, c'est l'argent de la drogue. C'est-à-dire que dans une économie, en plus, en France, une économie qui tourne au ralenti, qui ne crée pas suffisamment... Tous les habitants de ces quartiers ne bénéficient pas de l'argent de la drogue, on le sait très bien, et ils sont les premières victimes aussi. Alors attention, parce que vous avez effectivement les trafiquants directs qui, eux, s'enrichissent, mais ils irriguent quand même, peut-être pas tous les habitants, mais en tout cas beaucoup d'habitants de ces quartiers, entre ceux qui font les choufs, ceux qui font les nourrices, ceux qui... etc. Donc il y a quand même une micro-société, un écosystème, on va dire, narcotique construit autour de la drogue qui finance même parfois des mosquées, la construction de mosquées. Donc, vous voyez, c'est un problème extrêmement complexe. Donc, soit, effectivement, quand on éradique le problème de la drogue, on élimine le carburant du séparatisme, qui est le fric, ou alors, si on veut légaliser, eh bien, on ne concentrera plus, si vous voulez, ces trafics sur certains quartiers, puisque si on légalise, par exemple, le cannabis, vous aurez des agriculteurs qui vont le cultiver, et l'argent ira à ces agriculteurs plutôt qu'à engraisser, effectivement, des mafias de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, moi, je n'ai pas d'avis arrêté sur la question. Je veux juste que le débat soit ouvert et que les Français se prononcent là-dessus par référendum, parce que c'est un problème très important qui concerne des millions de Français et qui brasse des milliards d'euros. Lydia Guirous, est-ce que vous partagez l'analyse qui vient d'être faite sur ce trafic de drogue qui permet de financer une partie du séparatisme dans ces quartiers, ce qui vient d'être dit en tout cas en substance? Encore une fois, c'est pas une découverte que les trafiquants de drogue et les islamistes marchent dans la main et s'entraident pour pouvoir tenir ces quartiers-là et faire régner soit la loi des trafiquants de drogue, et souvent elle est la même que celle des islamistes les plus radicaux. Donc ça on ne le découvre franchement pas. Et c'est pas, je crois qu'on va faire un nouveau reportage avec un témoignage qu'on va faire semblant de le découvrir. Ça fait des années que ça existe. Je ne sais pas si on a aujourd'hui les moyens de véritablement lutter contre ça. En tout cas, il y a une forme de volonté politique de la part du ministre de l'Intérieur qui dit vouloir avoir une politique de harcèlement des trafiquants de drogue. Il y a des points de deal qui ont été démantelés. Il y a des coins qui sont beaucoup plus calmes, et moi j'en ai connu quelques-uns et j'ai vu la différence quand vous avez plus 30 jeunes qui sont là dans la rue et qui font des checkpoints avec des canapés installés et qui vérifient qui entre, qui sort. Donc c'est vrai que ça change quand même l'environnement du quartier. Alors il y a des familles qui vivent aussi de ce trafic de drogue. Quand on a un enfant de 13-14 ans qui revient avec 200-300 euros, qui a les moyens de s'acheter la dernière paire de baskets qui coûte plusieurs centaines Ce jeune, en l'occurrence, explique
que ses que parents les ne sont pas au parents, courant. Oui, ils ne sont pas au courant, alors il cache très bien son argent et puis il explique comment le fait de pouvoir s'acheter certains vêtements. Je pense qu'il y a des parents qui ferment les yeux, sans doute sont-ils trop occupés, mais je crois que quand son enfant n'est pas à la maison et quand il revient avec certains éléments matériels, on peut quand même deviner dans ce type de quartier que l'argent vient du trafic de drogue. Je crois que les parents doivent aussi être extrêmement vigilants et plus qu'ailleurs. Quand on élève un enfant dans ces quartiers-là, on doit être plus vigilant qu'ailleurs sur ce que font vos enfants, leurs allées et venues, qui ils fréquentent. Et peut-être qu'on pourrait essayer de penser aussi à un service avec l'éducation nationale qui permettrait aux parents qui voient que leurs enfants sont en train de dériver vers cette délinquance, que leurs enfants sont en train d'être approchés par les trafiquants de drogue pour être recrutés comme choufs, peut-être de les sortir la semaine de cet environnement pour aller vers des internats où ils auront un véritable encadrement et ils pourront avoir une vraie instruction et ne pas les laisser entre les mains de ces trafiquants qui recrutent très tôt et qui les mènent dans le mur de la délinquance, de la grande criminalité. Ça, c'est peut-être une mesure auquel le gouvernement et différents candidats devraient réfléchir. Léon Desfontaines. Moi, là, je suis assez outré des propos qui viennent d'être retenus. Je pense qu'il y a une réelle méconnaissance des quartiers populaires. Aujourd'hui, les premières victimes du trafic de drogue, ce sont les habitants de ces quartiers populaires. Et la grande majorité, l'écrasante majorité, et je vais envie de dire que la quasi-totalité, aujourd'hui, est victime de ce trafic de drogue. Et je pense que pour ces gens qui se revendiquent comme défendeurs des valeurs françaises, de la France, etc., il y a quand même une profonde méconnaissance aujourd'hui de ce que c'est qu'une partie de la France. Allez voir un peu ce que c'est, et vous allez voir, les habitants, vous en parlez du trafic de drogue. Au moins, vous allez sortir de votre pas de fantasme. manif, alors. Maintenant, l'enjeu, s'il y a des manifestations, je vous invite à y aller. Il y a énormément de manifestations. Et c'est des gens très engagés politiquement. Deuxième chose, il y a un enjeu de moyens. Ça, c'est indéniable, il y a une question de moyens. Et là, on n'a pas été sur cet enjeu-là. Si on veut sortir de ce trafic de drogue, il faut mettre des moyens. Des moyens dans la police, c'est certain. Il faut recruter pour créer de la proximité. Il faut davantage former les forces de l'ordre. Et il faut aussi marcher sur nos deux jambes. Et il y a aussi l'enjeu social. Parce qu'aujourd'hui, un jeune de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui se retrouve dans la délinquance, c'est un mineur avant tout en danger. Il faut l'en sortir. Et il faut qu'il y ait des éducateurs qui puissent être mis à disposition. Aujourd'hui, les éducateurs n'ont pas assez de moyens. Il faut écouter ce que disent ces maisons, ces éducateurs. Ils nous disent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens. Souvent, leur structure ne repose uniquement sur leur bénévolat, sur leur engagement plein et total. Donc, recrutons aussi les éducateurs. Créons des écoles aussi de proximité partout. Permettons d'apporter l'éducation au plus proche de ces jeunes. Et c'est comme ça qu'on arrivera aussi à remettre la République au cœur de ce quartier. Vous êtes sûr de connaître la France d'aujourd'hui? Parce que quand je vous écoute, je crois que c'est un peu J'y ai habité dans totalement ce quartier-là et je peux dire que j'en ai été victime. Oui, très bien, mais des écoles, il y en a, des associations, il y en a. La politique de la ville, ça a été des dizaines de milliards qui n'ont servi à rien. Quand on refait les quartiers, même quand ça a été refait en mettant des pavillons avec de petits jardins, leur propre environnement ne sont pas respectés. Je crois qu'on a mis en réalité les moyens. Après, est-ce qu'il y a la volonté aussi d'une grande partie des gens qui vivent dans ces quartiers de s'ouvrir au reste de la France et de la ville, ou est-ce qu'ils ont une volonté de vivre juste entre eux et de rester enfermés entre eux et de faire vivre cette micro-économie? Moi, je penche plutôt pour la deuxième option que je viens de vous expliquer. Quand les postes ferment, aujourd'hui, dans le Val-de-Marne... La Poste, c'est pas la Poste qui emmène les enfants parce qu'il n'y a pas une poste. C'est le service public qui disparaît petit à petit. Laissez-moi finir. Je vous ai laissé conclure. Laissez-moi finir. Léon Desfontaines, allez-y. Aujourd'hui, le service public est en recul dans ces quartiers-là. Et quand le service public recule, en effet, c'est la République qui recule. Et donc, il faut regarder comment on va à contre-courant de ce qui est fait depuis des dizaines d'années. Et en fait, ces quartiers-là sont les premières victimes des politiques austéritaires. Aujourd'hui encore, dans des villes, dans le Val-de-Marne, nous fermons des postes. Alors qu'aujourd'hui, des fois, c'est le dernier repère. Il n'y a pas de poste, donc vous devenez des Ensuite, deuxième chose, les transports. Les transports, on parle des villes moyennes. Aujourd'hui, combien de villes moyennes ont un réseau de transport en commun qui dessert toute la ville? Bien souvent, il y a une partie de ces quartiers qui est enclavée. Regardez, très rapidement, Jean Messia, vraiment. Le cas d'Alençon. Alençon, le maire, qui est un maire de gauche, il a tout fait en termes de politique de la ville. Il y a eu des investissements, plusieurs dizaines de millions qui ont été investis. Les immeubles ont été refaits. Il y a des associations, il y a tout. Tout a été fait. Sauf, excepté la désertification de l'État. Alors, il faut les prendre toutes les mairies de gauche, vous le direz. À Grigny, le maire, c'est le premier à dire. On n'a plus de commissariat à Grigny, c'est un problème. Mais attendez, mais comment vous expliquez que dans la ruralité, où la désertification est beaucoup plus accélérée,
où vous avez un retrait total des services publics, les écoles, les maternités qui ferment, les hôpitaux, j'en passe et des meilleurs, et on n'assiste pas à une explosion de criminalité, de délinquance, de trafic de drogue, sauf celle qui est importée justement des grands centres urbains ou dont on chasse les trafics. Mais la ruralité en elle-même ne génère pas de trafic ou de criminalité. Donc on ne peut pas excuser, si vous voulez, le brigandage, la délinquance, la violence et les agressions par le fait qu'effectivement ces gens sont pauvres, qui s'incluent difficilement dans le marché du travail et que les services publics se retirent de ces quartiers. Ce n'est pas vrai. Et la deuxième chose, c'est que vous semblez quand même oublier qu'il y a une composante identitaire très forte. Quand les flics arrivent à Alençon pour essayer d'éteindre les incendies volontairement allumés pour que ce soit un guet-apens, qu'est-ce qu'ils entendent les flics? Ils entendent de la part de ceux qui les attaquent, nous sommes chez nous. C'est-à-dire qu'il y a effectivement comment dirais-je, une expression alter-identitaire dans ces quartiers qui considèrent finalement que, les flics, c'est une bande comme une autre qu'il s'agit de combattre, et deux, que ces flics, cette bande, en fait, c'est une bande française. C'est-à-dire que les flics étant représentants de la France et représentants de la République, on n'en veut pas chez nous. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le trafic de drogue n'est que, et c'est pas qu'un truc sécuritaire. La sécurité dans ces quartiers n'est que la superficie épidermique du problème, c'est la face émergée de l'iceberg. Mais l'iceberg, il faut s'atteler à le comprendre, à l'analyser. Il y a évidemment la composante financière, mais il y a la composante identitaire, communautariste, ethnique qui joue un rôle essentiel. Si vous évacuez cette dimension-là, eh ben vous vous condamnez à ne rien comprendre. On va écouter justement à ce sujet l'analyse de Marine Le Pen qui était invitée de Laurence Ferrari ce matin. Puis je vous donnerai la parole à vous, Léon Desfontaines, et à vous, William T. Écoutez. Il faut évidemment réguler drastiquement l'immigration. Déjà, c'est la première des choses à faire. Et puis, il faut partir à la reconquête de ces zones de non-droit, c'est-à-dire des zones où s'exprime un autre droit que le droit français, pour pouvoir contraindre les habitants à ce que j'appelle les normes communes de la paix civile. Voilà. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et on en arrive à une situation où des jeunes, comme celui avec lequel j'ai discuté, viennent vous dire « Mais vous comprenez, il y a des bavures policières. Donc, on brûle tout parce qu'il y a ils brûlent tout parce qu'il y a des bavures policières. » Mais ce propos est inaudible. Marine Le Pen qui faisait notamment référence à cet échange qu'elle a eu hier avec un jeune lors de son déplacement à Alençon, 2 jours après cette nuit d'émeute entre la police et quelques jeunes de quartier qui ont notamment tiré sur les policiers. William T, sur cette question. Sur la question des moyens, moi je pense que les moyens n'y résoudront pas parce qu'il suffit de prendre une statistique qui est très simple. Le classement du PIB par département. La Seine-Saint-Denis, qui est un département les plus criminogènes, est le 20e département le plus riche en termes de PIB, alors que vous n'avez pas les mêmes niveaux de criminalité dans les départements notamment du centre Val-de-Loire. Également des classes populaires. Oui, mais vous en avez démunis. Oui, mais vous n'avez pas du tout la même question de richesse. Donc la question des moyens, en fait, quand vous habitez près d'une métropole, et c'est la nouvelle construction avec la mondialisation, c'est que les métropoles sont plutôt riches. Donc c'est pas une question d'argent, d'opportunité et d'afflux. La question qui est liée, en fait, c'est la question de la prise de contrôle du territoire. C'est que, en fait, vous avez un système parallèle qui est beaucoup plus lucratif et attractif que le système de la République pour une partie de la population. Alors effectivement, il y a une partie de la population qui subissent, parce que c'est ce que disait Christophe Guilluy, dans la France périphérique, il y a des gens qui sont partis de ces territoires parce qu'ils n'en pouvaient plus. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas partir parce qu'ils n'auront pas les moyens de partir. Et enfin, vous avez une troisième catégorie de population qui, en fait, s'accommode parce qu'ils ont un certain ruissellement, ils ont un certain bénéfice et ils se disent que la loi des gangs leur est plus bénéficiable pour eux que la loi de la République. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une partie des gens qui s'accommodent de ce système-là. Alors pour reprendre ce contrôle de ce territoire-là, le seul moyen, je pense, en fait, à terme, ça va être de créer un état d'exception pour, en fait, aller au-delà de l'état de droit, pour aller s'attaquer au véritable problème, pour donner les moyens aux policiers de s'attaquer à ces personnes-là. Et je prends un exemple pour illustrer l'efficacité de ce système. Après les attentats du 13 novembre, François Hollande avait décrété l'état d'urgence et les perquisitions administratives. Et en perquisition administrative, tous les centres qui sont proches des métropoles urbaines, on avait réussi à capter entre 4000 et 5000 armes à feu. Donc en fait, c'est le seul moyen qui fonctionne matériellement. Ensuite, après le deuxième point sur la question de la postérité et de comment faire pour leur proposer un nouveau système de société. Le seul moyen, je pense, c'est de stopper l'afflux de nouvelles personnes dans ces territoires et de créer des centres d'internat d'excellence parce que les parents ne sont pas en capacité de s'occuper de leurs enfants et de permettre à ceux qui le souhaitent d'aller étudier dans des centres d'internat d'excellence situés en dehors de ces territoires. Est-ce qu'il y a des zones de non-droit, Léon Desfontaines, dans notre société, au sein de notre pays?
Mais déjà sur les propos qui viennent d'être tenus, on dit partout que le gros problème c'est qu'il faut remettre de la République, et ce que vous proposez c'est de mettre une exception encore une fois à la République, et je pense que c'est un problème. Et c'est des discours, le discours que vous venez de porter, c'est des discours qu'on entend maintenant depuis des décennies, et des politiques publiques ont été mises en place dans ce sens-là. Et aujourd'hui, force est de constater que ça ne fonctionne pas. Et il faut regarder comment on arrive à mettre en place une politique de désescalade de la violence, parce que là on va en arriver à des scènes dans ce que vous proposez où on arrive, je sais pas moi, au format de Chicago des années 20, peut-être que vous idolâtrez certaines séries américaines, mais comment on arrive à une désescalade? Et ça, il faut aller écouter les acteurs de terrain, les éducateurs entre autres, mais aussi les policiers, et quelle solution à ce qu'il y a un problème de moyens considérable. Donc moi je suis assez ça me choque profondément de me dire qu'on ose me dire qu'il n'y a pas un problème de moyens. Les policiers sont les premiers à le dire. On n'a pas de moyens aujourd'hui. Mais vous pour voulez mettre pas des on n'a pas assez policiers de pour fonctionnaires. arrêter, vous voulez des policiers pour jouer au football ou accompagner. Non, il faut d'un côté la police, c'est un sursaut d'autorité, un sursaut d'autorité et de fermeté, un sursaut d'autorité et de fermeté, plus de moyens pour que la police elle arrête, plus de moyens pour que on puisse enfin mettre en prison ceux qui doivent être mis en prison, plus de courage pour qu'on puisse enfin expulser ceux qui doivent être expulsés également. Et il y a un problème aussi dans ces quartiers, c'est le DALO. Pourquoi ? Parce que du coup, ceux qui viennent d'arriver, qui sont dans des situations extrêmement précaires, en fait, on rajoute de la misère à la misère, et l'État, me semble, 30% de quotas qu'il impose aux bailleurs sociaux. Et donc, c'est les populations qui arrivent, qui sont dans une très grande précarité, dans une forme aussi de grand écart culturel et qui sont imposés dans ces quartiers-là. Et du coup, ça rajoute de la misère à la misère. Et donc, c'est des populations qui sont très facilement approchables par les trafiquants de drogue. Donc le DALO, le droit, vous savez, au logement opposable, ça a aussi été, et c'est beaucoup de personnes qui sont des acteurs du logement qui me l'ont dit, ça a été un élément qui a accéléré en fait la ghettoisation de certains quartiers. Est-ce que l'autre problème n'est pas l'impunité, ce sentiment d'impunité que ressentent certains de ces jeunes? Je vais vous donner un autre exemple, ce qui s'est passé encore aujourd'hui à Lyon, sur les quais de Rhône, des motards qui ont emprunté avant de passer notamment sur la place Bellecour, le secteur de Perrache, voilà, qui se sont adonnés à un rodéo urbain. Des jeunes qui se prénomment les Dalton, dont un a été arrêté. Il est actuellement en garde à vue à Lyon. On en revient à ce sentiment d'impunité qui participe justement à cela dans certains de ces quartiers et notamment qui pourrissent la vie de certains de ses habitants. En fait, on parle beaucoup de moyens matériels qui sont assurément nécessaires. Mais il y a aussi les moyens immatériels. Je veux dire par là le soutien idéologique, hiérarchique, politique qu'on donne aux forces de l'ordre. Le problème, si vous voulez, c'est que les habitants de ces quartiers, parce qu'ils sont très majoritairement issus de l'immigration, ont été considérés depuis une quarantaine d'années comme des sortes de vaches sacrées par le système dirigeant la France, et qui considèrent que finalement, quel que soit leur degré de criminalité ou de délinquance, eh bien, ce sont d'éternelles victimes. Parce que la France a été un pays horrible avec leurs parents et leurs grands-parents, qu'elle a pillé et réduit en esclavage par la colonisation leurs parents et leurs grands-parents, il y aurait comme ça un droit, si vous voulez, ou un privilège, une immunité pour certaines populations qui, lorsqu'elles arrivent devant un certain nombre de juges très politisés, eh bien, ces juges ne jugent pas les actes qu'on leur défère, mais jugent la société. Et jugeant la société, il se trouve qu'elle condamne peu ou pas ces minorités à de la prison. Évidemment, ça pose un gros problème, parce que si à un moment, et je suis même persuadé qu'il faudrait des peines croissantes, c'est-à-dire que vous avez un petit délit, ce n'est pas une raison pour échapper à la prison. Même si vous faites un jour ou une semaine de prison, c'est indispensable, parce qu'au moins vous mettez une sanction devant le délit, ou le délit en l'occurrence, parce que ça ne peut pas être un crime à ce niveau-là, mais vous mettez une sanction devant le délit, de telle sorte qu'il y ait peut-être la chance d'avoir un cran d'arrêt à l'ascension délictuelle et criminelle de la personne. Aujourd'hui, le fait que ça soit la première fois
vous garantit, sauf si vous venez d'un parti qui n'est pas pour plaire à certains juges, mais globalement, quand vous faites le premier délit, eh bien, vous êtes élargi ou vous êtes condamné à une peine dérisoire. Or, c'est le contraire qu'il faudrait faire. Hein. Il faudrait une échelle de peine qui aille croissante en fonction de la gravité de ce que vous faites. Surtout, il faudrait que ce soit immédiat et que ça n'arrive pas 2 ans après. D'ailleurs, regarde. 10 secondes. Oui, non, mais juste l'exemple de ce jeune crétin qui est surveillant dans un collège, il me semble, et qui avait volé dans un camion de pompiers et s'en était vanté sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a eu? Un stage de citoyenneté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une vidéo et un autre Snapchat en disant qu'il était victime d'abord, et puis ensuite une vidéo dans laquelle il menaçait Jean-Michel Blanquer. Donc on voit à quel point ces stages de citoyenneté marquent ces personnes, et en fait il faut évidemment une sanction ferme, rapide, immédiate et certaine. En tout cas, on a compris que la réponse était globale pour tenter de répondre, de trouver des solutions à ces trafics de drogue qui gangrènent certains quartiers dans notre pays. Merci à vous quatre pour ce débat éclairant, je l'espère, à vous qui nous écoutez depuis tout à l'heure. L'info se poursuit sur CNews. Très bonne soirée, merci.